Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouvel épisode au franc-parler. Aujourd'hui, donc une occasion très spéciale, nous recevons Marc Guyon, donc conseiller des Français de l'étranger à Hong Kong, candidat au sénatorial et un superbe collègue à nous qui a pu se rejoindre à nous pour animer cet épisode qui est sur donc l'expatriation. Nous voulons tout d'abord souhaiter nos meilleurs vœux à tous nos éditeurs et vous remercier de votre présence. C'est vous qui faites en sorte que cette émission elle continue à vivre et c'est pour ça que nous allons toujours faire de notre possible, de notre impossible même, pour pouvoir ramener plus de monde à l'émission, donc des intervenants de qualité comme Marc. Bonsoir Marc. Who's that Pokémon? Bonsoir Jean, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Merci à toi, merci à toi. Je laisse tout le monde se présenter. Donc moi je suis Jean. Donc moi c'est David. Bonsoir à Marc Guillon de venir sur notre émission. Voilà, moi c'est Damien. Bonsoir Marc. Moi c'est Gab. Merci Marc d'être venu dans notre émission. Ouais, merci Marc d'être venu cette soirée, c'est Flo. Et Mathieu, pareil, super content d'être avec vous et bonne année à tout le monde. Merci, bonne année. Bonne année, oui, bonne année à tous. C'est l'une de mes périodes favorites parce que c'est à ce moment-là souvent qu'on se rappelle à quel point c'est important de perdurer nos traditions, qu'elles soient au début de l'année, au milieu, à la fin de l'année. Moi, je préfère parce que là, il y a beaucoup plus de monde qui s'en souvient en fin de l'année, tout à coup. Et je voulais ouvrir cette émission par demander à Marc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu consacres aujourd'hui ta vie donc au pays, à la préservation de nos valeurs et surtout à l'épanouissement des Français de l'étranger. Qu'est-ce qui a commencé en fait l'étincelle qui a commencé tout ce combat-là que tu portes aujourd'hui? Ok, alors déjà, je vais juste dire rapidement que je suis un petit peu malade et enrhumé aujourd'hui, donc si vous m'entendez pas très bien, c'est un peu normal. Mais je suis ravi d'être parmi vous pour ce premier échange. Ça fait un peu drôle c'est la première fois que je fais ça sur Discord. Je vois des icônes. J'ai l'impression d'être face à des haters sur Twitter parce qu'ils sont anonymes. Je sais pas qui c'est. Mais ça va être un petit peu amusant. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, Jean, en fait. La raison principale, je pense, ça vient de mes parents parce qu'ils m'ont inculqué un peu ces valeurs depuis notre plus jeune âge. Je dirais même qu'ils ont été des extrêmes dans ce domaine. Je l'ai dit plusieurs fois lors de mes déplacements de campagne législative. En fait, je dis souvent cette anecdote. Mes parents, quand j'étais petit, pour m'expliquer ce que c'était que le vote, ils me disaient ouais, faut absolument aller voter parce que si on va pas voter, l'État va le savoir et ils vont nous renvoyer au Vietnam. Et en fait, évidemment, c'est pas vrai, mais ça montre en fait qu'ils étaient un petit peu, ils faisaient le maximum pour que je prenne des choses au sérieux. Et moi, à l'époque, je les croyais. En fait, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, c'est important de s'intéresser, de savoir ce qu'ils font, et pourquoi c'est aussi important de voter, etc., etc. Et voilà. Et après, bon, il y a plein de raisons, mais je vois que tout ce que j'ai aujourd'hui, au final, c'est grâce à la France parce que mes parents sont nés au Vietnam, sont arrivés en France. Je viens d'une famille assez modeste. J'ai bénéficié du système à la française, de l'école gratuite et de tout ce qui est universel de la République. Et l'esprit critique, la culture, la langue, en fait, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la France. Et donc, je veux rendre en retour. Donc, je le faisais déjà quand j'étais en France. Et maintenant, encore plus, je pense que je suis expatrié parce que je me rends compte, en voyant d'autres pays dans le monde, de la chance que j'ai eue. Et je me rappelle de ce que je dois à la France. Donc, ce que je peux faire pour rendre service, je le fais. Et même à l'étranger, je dirais même plus d'un certain point de vue. Et dans certains domaines, c'est plus important depuis l'étranger. Voilà. Oui. C'est une magnifique introduction, j'aurais pas dit mieux. Je vais laisser la parole à David pour continuer et ensuite je reprends juste après.
Une petite question, Marc. Tu as parlé rapidement du Vietnam, mais est-ce que ta famille, en fin de compte, vient, comme beaucoup de Vietnamiens, en fin de compte, de la guerre du temps de l'Indochine? Est-ce que ta famille a connu cette guerre-là? Alors, oui, connu directement et indirectement. Ma mère, par exemple, si, directement aussi, mais en fait, elle faisait partie de ceux qui ont quitté le Vietnam à cause de la guerre. Même si c'était après la guerre, c'était début des années 80, après la guerre, mais elle a quitté le Vietnam à cause des opportunités qu'il y avait. Et elle avait plus rien à faire là-bas. Mon père, c'est différent parce qu'il a fait la guerre. Il a fait la guerre aux côtés des forces françaises. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné mon nom. Beaucoup de gens le savent pas, mais en fait, mon nom français est dû à un officier français qui avait pris mon père sous tutelle et en fait et qui lui a donné son nom. Voilà. Et dans l'acte de naissance, c'est écrit que il était, je n'avais pas parlé jusqu'à présent, mais en fait, mon père était orphelin de parents inconnus, mais présumé l'un de race française. C'est écrit comme ça à l'époque, de race française et l'autre vietnamien, apparemment. Ce qui est écrit. D'où vient mon nom? Je l'ai pas modifié parce que je vois des haters sur Twitter qui me disent ouais, il se prend pour un Français puisque Français, il a modifié son nom, son prénom, même son nom de famille, il s'appelle Nguyen, mais il a changé à Guyon, etc. Et donc non, c'est pas vrai, même si c'est une drôle de coïncidence, c'est vrai que Guyon, ça ressemble à Nguyen. Mais voilà, et mon père donc du coup a combattu avec les Français et quand la guerre a été perdue, il a dû quitter le Vietnam. Et voilà, donc, mais c'est pas un immigré, contrairement à ma mère, par exemple. Il est né français et dans une famille française, il parlait très bien français, il était à l'école française. Voilà, et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, même ma mère, en fait, d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'elle n'est pas vraiment immigrée parce qu'en fait, plus tard, elle a appris qu'elle n'a pas été naturalisée, elle a été réintégrée à la nationalité française. Ça, même moi, je l'ai su que quelques années plus tard. C'est un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'on considère que vous êtes né en fait français et donc on vous réintègre dans la nationalité. Voilà. Je vais pas non plus raconter. C'est passionnant parce que oui, c'est le Vietnam en particulier. Moi, je trouve que c'est un pays qui me passionne. C'est un pays que récemment, je me renseigne de plus en plus dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tort de rester bloqués dans les clichés qu'on apprend avec les films et la guerre dans les années 60, la guerre d'Indochine. Et moi, je trouve que ce qui est sympa, c'est la résilience du peuple vietnamien de transformer un pays qui était l'endroit le plus dangereux du monde il y a 4 décennies. Et maintenant, c'est devenu, moi, j'ai envie de dire que c'est devenu quand même l'un des pays qui s'est le moins mal sorti de tous les pays qui ont adhéré au socialisme, au communisme. Faut quand même l'avouer que c'est au Vietnam qu'aujourd'hui c'est un pays qui se développe aujourd'hui. C'est un pays qui se développe et que c'est un acteur majeur de l'Asie. Et ils font comme toujours, ils font concurrence directe à la Chine. Hein. Je respecte énormément la résilience du peuple vietnamien d'avoir transformé leur pays en si peu de temps. J'aimerais voir ce même genre de choses en France, par exemple. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de Vietnamiens, en fin de compte, ont donné leur sang pour la France. Il ne faut pas l'oublier. Comme oui. le père de Marc, ça, il ne faut pas l'oublier. On a beau être immigrés pour certains, ou pas, mais ils ont donné leur sang pour la France, ce qui fait des Français à part entière. Ça, c'est vrai. Je voyais aujourd'hui Modem Alain qui a fait une vidéo à ce sujet. C'est un hommage qu'il a fait. Vous la verrez, c'est sorti il y a 6-7 heures. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Et c'est très sympa, vous l'écouterez, c'est très sympa. Il fait un très bel hommage à ce sujet-là. Ok, je regarderai, je n'étais pas au courant. Je voulais poser une petite question pour revenir sur le thème, donc notre thème d'aujourd'hui, qui est l'expatriation. Mais avant de sauter dans le bain, entre guillemets, j'aimerais te demander, Marc, comment tu perçois le rôle de l'engagement personnel dans la préservation de la France? Comment tu le perçois? Comment tu l'appliques? Alors, dis-moi si j'ai bien compris ta question, je suis pas sûr. Engagement personnel, ça veut dire... Simplifie, on t'a dit. C'est compliqué les questions, là. Est-ce que personnel, ça veut dire, tu veux dire le temps que je mets dessus, le sacrifice personnel, c'est ça que tu veux dire? L'engagement personnel, oui, qui peut être ou pas une contrainte parfois. Et comment tu le perçois?
comment inspirer, comment faire en sorte que les personnes, à travers ton engagement, elles puissent suivre et porter cet engagement à leur tour. Alors ça c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse idéale, sinon j'aurais déjà tellement de personnes qui suivent un petit peu mes pas, même si c'est je reçois pas mal de messages, ça me fait très plaisir. En tout cas, l'engagement personnel, déjà ça commence d'une envie, comme je l'ai expliqué au début, pourquoi je me suis engagé. Ensuite, faut voir comment ça prend forme. Moi, au début, je m'intéressais au sujet et j'ai commencé à suivre les émissions politiques. Et je me dis bon, il existe des partis politiques, il faut adhérer. Et après, on reçoit les infos, on est invité aux réunions. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis engagé personnellement dans le sens où déjà j'ai payé une petite cotisation de 10 euros. À l'époque, j'étais un jeune UMP, c'était pas cher. Et j'étais content de recevoir les infos, d'aller à des réunions. Ensuite, parfois, c'est des engagements qui sont pas forcément politiques, dans le sens est-ce qu'on est de gauche, de droite ou pas, c'est juste faire quelque chose pour faire fonctionner la démocratie. Par exemple, j'ai tenu des bureaux de vote. Voilà, ça faisait partie de mes premiers engagements. Je me rappelle à l'époque, c'était l'UMP qui m'avait envoyé dans les quartiers nord de Marseille. D'ailleurs, c'était à Félix Piat. La première fois que j'ai tenu un bureau de vote. Pour ceux qui connaissent pas, Félix Piat, ça fait partie des quartiers assez chauds de Marseille. On le voit dans Nord, voilà. Et donc, je connais bien, j'ai grandi à la Timone. Ah ouais, voilà. Et donc, j'ai tenu le bureau de vote là-bas. Et le candidat que je représentais, que je connaissais pas, parce que c'était le parti qui m'avait mis là, mais je savais pas pour qui je représentais. Et il m'avait serré la main. Il a su que c'était moi qui aidait le parti. Voilà, et ça m'avait marqué ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit bravo jeune homme, vous faites fonctionner la démocratie. Voilà. Et moi, je dis bon, je fais fonctionner la démocratie. Bon, moi, je m'intéresse à la politique, je veux découvrir ce que c'est, mais je suis personne, je suis nouveau. Je sais ce que c'est que l'UMP et le PS, et puis je sais ce que c'est que la gauche, la droite. Après, le reste, je connais pas trop. Je veux voir comment les élections fonctionnent. Et on m'a dit, est-ce que tu es dispo? J'ai dit oui, et je viens, et je suis là au bureau, mais j'imagine pas que je fais fonctionner la démocratie. Voilà. Mais bon, ça m'a fait très plaisir. Et ça m'a donné envie de continuer mon engagement. Donc déjà, le fait de se sentir utile, ça m'a fait donner de moi-même, de mon temps personnel, de mon engagement. Après, ce qui m'a fait m'engager encore plus aussi, c'est quand Nicolas Sarkozy est arrivé, parce que même si maintenant je vois les choses différemment, hein, j'ai changé d'avis sur le sujet, mais à l'époque, j'étais fasciné par Nicolas Sarkozy, et quand je l'écoutais, j'étais vraiment waouh, énorme. C'est comme maintenant quand j'écoute Zemmour, même encore maintenant, voilà, je trouve qu'il parlait bien, donc en fait, ça me motive encore plus. Donc l'engagement personnel, il vient déjà d'une curiosité, ensuite il vient de gens qui nous incitent, qui nous motivent à le faire. Après, il vient aussi de gens qu'on admire, qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre. Donc moi, à l'époque, j'avais envie de suivre Nicolas Sarkozy. Ensuite, j'avais envie de suivre Zemmour. Et entre les deux, j'avais pas vraiment senti ça. Par exemple, François Fillon, j'ai fait le job, parce que j'étais un militant. Donc on m'a dit ouais, faut faire ça, faut tenir le bureau de vote, faut militer. Bon, moi je l'ai fait, mais je n'ai pas eu cette fascination. Voilà. Donc en fait, le dernier point, moi je pense qu'il est important. Faut trouver le candidat ou la candidate, ou en tout cas ce qui nous donne envie de donner de son temps personnel, parce que le temps personnel c'est quand même important. Enfin, quand on est étudiant et quand on est surtout dans les jeux vidéo, il se dit bon, c'est un peu de temps, mais voilà, maintenant quand j'ai deux gosses, j'ai une famille, je dois travailler pour gagner ma vie, etc. Mon temps personnel il est précieux. Donc si je vais à une réunion politique ou pas, si je regarde même une vidéo sur YouTube ou pas, c'est du temps que je consacre à suivre la politique et à m'engager, et c'est du temps que je consacre pas avec mes enfants. Voilà. Donc il faut bien le choisir. Donc l'engagement personnel, la politique, c'est vraiment quelque chose. Faut savoir pourquoi on le fait et qui est vraiment une cause. Voilà. Donc il faut vraiment sentir qu'on le fait pour la bonne cause, et il faut le faire vraiment sincèrement. Il y en a qui le font parce qu'ils savent qu'il y aura un poste à la clé, il y aura un salaire, etc. Mais normalement, un militant, il n'y a rien. On est tous bénévoles. Donc pourquoi on le fait? On le fait parce que on a envie de donner du temps et on a envie de voir tel résultat, et on a envie de voir une autre personne gagner. Voilà, moi que Sarkozy ou Zemmour gagné, moi ça me changeait pas quelque chose directement personnellement. Je savais bien que ça allait changer le pays, que ça allait indirectement améliorer ma vie à moi, bien entendu, mais comme conséquence immédiate, j'allais pas recevoir un salaire ou quoi que ce soit. Mais je l'ai fait.
Je l'ai fait parce que j'avais envie, encore une fois, de rendre service à la France, de rendre ce qu'elle m'a donné. Il y a des gens qui m'ont incité à avancer dans ce domaine. J'ai admiré les personnes pour lesquelles j'ai milité, etc., etc. Donc, c'est quand même important. D'ailleurs, D'autant quel âge tu as plus commencé, pardon, excusez-moi. C'est d'autant plus une satisfaction personnelle de servir une cause qui est juste, de défendre une chose qui est aussi belle, un pays qui est aussi beau comme la France, et surtout d'être dans le camp du réel, de savoir que ce qu'on défend est vrai. Et ça, moi, je pense que c'est une satisfaction personnelle. Oui. Alors effectivement, c'est un bon point. J'ai oublié d'en parler. Je pense que c'est le fait de savoir qu'on est dans le vrai, dans le sens où il y a des gens qui sont un peu qui font les mauvais choix, qui voient que voilà, c'est pas tel système économique qui fonctionne ou pas, c'est pas telle gestion d'immigration qui fonctionne pas. Donc on le fait là cette fois, c'est pas parce qu'on veut suivre un candidat ou quoi, mais c'est parce que voilà, on pense qu'il faut faire telle ou telle mesure, il faut mettre en place telle ou telle mesure. Et donc on le fait parce que c'est un peu de la science. C'est d'ailleurs, je pense aussi pour ça qu'on l'appelle la science politique, parce que normalement il y a quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui fonctionne pas. Et nous on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne, et donc on voit aussi qu'il y a des gens qui suivent la méthode qui fonctionne pas, et c'est pas normal. Du coup, on veut essayer de les convaincre pour rentrer dans le droit chemin, quoi. Un petit peu ça. Parce qu'après ça, à mon avis, ça dépend de pour qui. Puisque pour nous, ça fonctionne pas, vu que nous, on le subit. Mais pour tous ceux qui l'organisent et qui gagnent à ces systèmes-là, les gens qui sont livrés Uber Eats, qui habitent dans des quartiers sécurisés et qui votent comme ils votent, ou les gens qui en tirent des bénéfices, les restaurateurs, etc., etc. Pour eux, c'est très bien. Donc eux aussi, ils défendent leurs intérêts aussi. C'est aussi leurs intérêts. Nous, on n'est pas d'accord. On dit que le réel leur donne tort et tout parce qu'on le subit. Ce qui est vrai aussi. Ça, c'est indéniable. Mais pour eux, c'est aussi leurs intérêts qu'on attaque. Donc c'est normal aussi qu'ils se défendent. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est une excellente remarque. C'est qu'au-delà de l'intérêt du pays, voilà, moi je pensais à l'État, à la science, mais il y a aussi les intérêts personnels. Voilà, il y a des votes électoralistes et ça explique des revirements de veste. Bien entendu, Mélenchon, on peut voir encore aujourd'hui des archives de vidéos dans lesquelles il critiquait l'immigration. Aujourd'hui, son discours a changé parce qu'il a besoin de certains électorats et que ça lui rend service. Voilà. Et d'ailleurs, tu parlais, t'as un enthousiasme toi qui est flagrant, un enthousiasme militant. Et t'as des intérêts à cœur qui sont les intérêts de la France, c'est sûr. Non, personne n'en doute ici de toute façon. Mais quand tu es monté dans les échelons, par exemple la Reconquête, et que tu as rencontré d'autres gens, est-ce que les gens à l'intérieur pensent tous comme toi, ou est-ce que c'est beaucoup des pensées plus électoralistes, plus bonne question. comment dire des est-ce qu'au final, genre, c'est des monstres, quoi. Alors, attention. Mais est-ce qu'ils pensent en termes de groupe, en termes de pays? Est-ce qu'ils pensent en termes de vision à long terme? Ou est-ce qu'ils pensent en termes d'intérêt personnel, d'intérêt castique, peut-être? Voilà. Vas-y, Marc, sois honnête. Oula, tu ne seras jamais repris nulle part, sois honnête, vas-y. Oula, c'est quoi cette émission, là? En fait, c'est une excellente question et on peut dire tellement de choses dessus. Je peux en parler pendant des heures. Et ça peut un peu être casse. Si on peut, je vais éviter de dire ça parce que je vais regretter. Mais en fait, voilà, un peu sans citer de nom. En fait, je vais dire globalement, pas que mon expérience personnelle, mais je veux dire dans tous les partis, il y a des gens qui, j'espère, sont la majorité, ils s'engagent parce que c'est une vocation, ils ont dans le cœur, ils ont envie, ils ont la flamme qui brûle en eux et ils y vont. Un peu comme quelqu'un qui s'engage dans l'armée, il va au combat et à la rigueur, il serait même fier de mourir au combat pour mourir pour la France qu'autre chose. Là, c'est bien entendu, il y en a beaucoup, voilà. Et après, bien entendu, c'est pas la majorité et il y a des opportunistes de partout et pour diverses raisons. Alors déjà, il y a des gens qui sont les notables. Par exemple, je vais dire, comme la plupart vont être d'accord, les LR qui ont toujours été la droite traditionnelle depuis longtemps. Et même j'ai des amis, voilà, bien entendu, je vais pas encore citer de nom, mais qui ont été comme moi UMP-LR. Et quand Zemmour est arrivé sur la scène, ils étaient d'accord comme moi avec Zemmour, mais ils n'ont jamais franchi le pas de rejoindre Reconquête et Zemmour parce qu'en fait, ils avaient peur de perdre leur place parce que au sein de leurs notables, etc., de leur camp, de leurs privilèges, etc. Donc en fait, ils ne vont pas forcément suivre les idées, ils vont suivre leur zone de confort.
Et inversement, bon, là, je parle des gens qui sont déjà élus. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas élus. Donc, en fait, ils vont tout simplement aller là où il y a de l'argent. Donc, on leur propose un poste, ils vont travailler. C'est normal. Moi, je me rappelle, je vais continuer sous forme d'anecdote. Une fois, j'étais invité à un dîner à l'Assemblée nationale par ma députée. Ma députée qui du coup, m'a battu, qui a été réélue. Enfin, je sais plus si c'était avant ou après son élection, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, elle m'a invité donc en tant qu'élu local, voilà, donc pas en tant que candidat adversaire, bien entendu. Mais donc moi, de manière républicaine, je réponds, je vais pas dire non, c'est mon job, je participe. On n'est pas du même camp, mais j'y vais. Et donc, je rencontre plein de macronistes, je rencontre son équipe. Et il y en a un dans le lot qui m'a pas l'air tellement wokiste. Et d'ailleurs, il est venu me voir pour ça, parce d'ailleurs, je vois le mec déjà, c'est un grand gars, un peu costaud, barbu, un peu rugbyman, Ouais, etc. bizarre. Il a un Et taux de il vient me dire, anormalement ouais, élevé pour le groupe. et voilà. Et après, lui, il vient me voir, il me sert la même souris, tout ça. J'ai dit, bon, ok, très bien, il m'a l'air plutôt sympathique, voilà. Et après, il me dit discrètement, il dit, ouais, tu sais, nous, on n'est pas des woke, tu sais. J'ai dit, ben si, vous savez, les macronistes, il est comme ci, comme ça, Macron, tu sais, il est comme ça. Je dis, oui, mais tu sais. Et lui il me dit, ouais, mais tu sais, chez Macron, on n'est pas tous comme ça. Voilà, voilà. Et en fait, il y a des patriotes, et là, je sais que ça va pas peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a des patriotes, même chez les macronistes, mais ils font semblant d'être un peu macronistes, parce que, non, je sais, oula, ça va faire Le scandale. mou, c'est un peu Mais en maigre. fait, non, mais en fait, ils sont patriotes, mais en fait, enfin, ok, on peut dire qu'ils sont pas des vrais Patriote de patriotes parce papier. qu'ils sont avec l'ennemi. Mais en fait, au fond d'eux, ils ont des idées Ah, ils sont plutôt de droite, en patriotes. vrai. Hein. Voilà, mais en fait, au fond Ils ont d'eux, envie ils de sont plutôt manger. Et c'est de vrai. droite, mais C'est clair, ils hein. s'engagent chez d'autres parce qu'ils sont payés. C'est leur salaire et C'est voilà. ça, hein. Et donc, ils sont pas d'accord avec certaines choses que disent Macron, mais en fait, ils ferment leur gueule parce que même s'ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, c'est comme ça. Non seulement ils sont payés, mais en plus, ils sont la majorité. Donc, ils restent là où ils sont Bah, tranquilles. Si un mais je jour, trouve que ça fait. Il faut les si un jour, exposer. Moi, il faut les exposer, ces gens-là. Non, mais attends, mais je trouve moi que ça fait bien le lien avec par exemple l'expatriation aussi, vu que quelque part ils font un choix. Ils font le choix aussi de se mettre surtout en sécurité. Moi, ça me Parce fait qu'il y bien a plein de gens d'entendre. qui s'expatrient, par exemple, qui sont très attachés au territoire français, à la culture française et tout, par exemple, mais qui choisissent de s'expatrier parce que bah si tu restes en France, t'as pas forcément de business, donc tu manges pas. Ou alors oui, parce que t'as pas bah, envie de vivre dans un quartier de merde on où tu peut te dire fais ça, planter ouais. tous les jours. Donc c'est un peu pareil aussi quelque part. Ils ont aussi Ouais. fait un choix stratégique aussi pour eux, pour leur survie aussi à eux. Ouais, c'est possible. Donc Moi je leur voilà, mais en jette fait, pas la pierre en vrai. je pense que la conclusion, c'est que l'engagement politique et les convictions politiques, c'est pas la même chose. Et donc, avant de critiquer toute personne, c'est pour ça que moi, maintenant, comme vous le savez, je suis plus champ concret, je me travaille sur la métapolitique parce que dans mes événements, je veux accueillir tout le monde. Et des fois, je reçois des gauchistes et des macronistes et j'essaie de leur parler pour les convaincre. Et moi, j'ai des patriotes qui me disent, mais en fait, qu'est-ce que tu fous à perdre ton temps parce que le mec, c'est un pauvre con, ça sert à rien de le convaincre. Mais en fait, moi, je suis encore un peu idéaliste. Moi, je veux convaincre les gens. Demain, je fais un entretien avec Mélenchon, j'essaie de le convaincre. Voilà, je vais y arriver, bien entendu, mais moi, je parle avec tout le monde et je suis capable et moi, je veux en fait amener les gens pour leur faire comprendre où ils ont tort. Et après, moi-même, parfois, je me remets en question. Mon engagement politique, il a évolué avec le temps. D'ailleurs, moi-même, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais de la droite UMP-LR. Ouais, Et après, j'ai l'UMP, ouvert les yeux. J'ai vu où sont mes torts, mes illusions. Et c'est pour ça que maintenant, je suis plus à droite. Voilà. Donc, tout le monde, il faut toujours garder en tête on n'a peut-être pas la science infuse et qu'on a toujours à apprendre des autres. Marc, oui, c'est sûr. il faut que je dise une chose. Tu as dit une chose en fait qui m'arrive tout le temps. Être traité d'idéaliste, moi c'est mon quotidien, surtout par des gens à droite aussi. À longueur de journée, ils disent que voilà, que j'en fais trop, je suis trop à cheval sur mes idées. Mais moi, je pense que c'est à travers une certaine radicalité qu'on va pouvoir sauver notre pays un jour. Et ça, je l'ai appris à l'IFP grâce au merveilleux cours de Philippe de Gestas, qui a aussi travaillé avec Sarkozy. Et qu'aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, qui est un très très bon professeur. Mais où je voulais en venir, c'est où je voulais en venir, c'est que la métapolitique, moi, je n'ai pas perdu foi en la politique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici présents ce soir qui ont perdu foi en la politique. Moi, je n'ai pas perdu foi en la politique, et j'ai beaucoup plus de foi, en effet, en la métapolitique. C'est pour ça que je crois personnellement la métapolitique doit travailler main dans la main avec la politique et pas se rejeter l'un et l'autre. Et je pense que c'est là où on va pouvoir vraiment réaliser quelque chose, qui c'est l'étincelle qui pourra vraiment arriver à un vrai changement à notre société.
Oui, il faut réussir à le faire comprendre à un maximum de personnes. Hein. D'ailleurs, une des raisons officielles pour lesquelles j'ai été exclu de Reconquête, bon, même si je sais que c'est pas la vraie raison, mais en fait, la raison officielle, c'est que j'ai créé le CFI, le Club France International. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Je fais un apéro, les gens viennent boire du vin, manger du fromage, et voilà. Donc, c'est pas politique. Et donc, il disait que c'était une association concurrente. Voilà. Mais donc, même si c'est pas la vraie raison, parce que la raison, il y a eu des petites magouilles, mais bon, le fait de choisir cela, c'est quand même significatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le pensent quand même, ou alors ils le pensent un petit peu. Et en fait, à partir du moment où tu as des gens qui pensent ça, ben, ça fait obstacle au progrès de nos idées. Et donc, il y a des gens qui préfèrent de garder un petit bout de terrain, une petite boutique, que de faire gagner la cause. Voilà. Et donc, ça risque de freiner l'union des droits de travail métapolitique. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que tout est perdu. On peut encore inverser les tendances. Voilà. Et je pense que c'est à travers des initiatives comme celle que nous sommes en train de faire qu'on peut changer un peu les mentalités et que les gens comprennent quel est le rôle de qui au niveau politique, au niveau métapolitique, au niveau business, au niveau autre. Et tout le monde a un rôle à jouer pour sauver la France, si c'est encore possible. Oui. C'est quoi les raisons plus officieuses du coup de l'exclusion de Reconquête, si je peux me permettre? Alors j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, et j'en ai parlé aussi un petit peu rapidement dans une vidéo que j'ai faite avec Conversano. Mais en fait, c'est à cause des sénatoriales. Il y a un gars qui a voulu être le candidat à ma place, parce qu'en fait, pour rapidement, parce que je voulais t'expliquer pour que vous compreniez, il y a les législatives et les sénatoriales. Les législatives, pour les Français étrangers, il y a 11 circonscriptions. Il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, etc. Il y a de l'Ouest, de l'Est, etc. Mais pour les sénatoriales, il n'y a qu'une seule circonscription. Du coup, en fait, en théorie, tous les 11 candidats des législatives, ils auraient pu se battre pour être un seul qui reste, pour être le candidat. Voilà. En tout cas, moi, j'étais candidat, et il y avait un autre gars qui était à Miami, qui était le candidat de la première circo. Bon, là, du coup, je l'ai nommé, mais bon, voilà, il n'y a pas de secret. Il faut être des brochetards. J'ai aucun tabou. Et en fait, il voulait absolument être le candidat. Et et je sais pas qui connaît ou qui est son copain ou avec qui il couche, etc. Bon, voilà, mais en tout cas, il a réussi à me faire voilà, et plus haut placé. Là, il en dit trop, là, déjà. Là. Voilà, non, mais je l'assume, c'est ce qui s'est passé. Mais après, c'est pas grave, parce que je suis toujours, comme je l'ai dit aussi, je suis toujours un soutien en tout cas, amicalement de Zemmour, de Maréchal, de leurs idées. Mais après, la structure du parti, c'est autre chose. Et je lui ai dit, quand je l'ai vu en personne, Zemmour, j'ai dit tout ce que j'ai pensé. Donc, les idées sont plutôt bonnes. Voilà, je suis presque d'accord sur pas mal sur tout, mais presque sur tout. Mais le parti, il est mal géré, c'est tout. C'est pour ça que maintenant, je suis un peu dégoûté de la politique. Je me concentre sur le côté métapolitique. Voilà. Mais en tout cas, la raison officielle, c'était vraiment des guerres de personnes. Mais en fait, ça arrive partout. Ça arrive au RN, ça arrive au PS, ça arrive chez tous les partis, tous les assos, toutes les entreprises. Ça peut arriver là, dans ce groupe de francs-parler. Voilà, il peut y avoir. Partout, ça peut arriver. C'est normal, c'est la nature humaine. Il y a des égos, il y a des gens qui sont jaloux. Ah non, pas au franc-parler quand même. Hein. Pas ici quand même. Alors, le but de l'émission, on a appelé l'émission comme ça parce que justement, ici, on a peur de rien dire. On est censuré par personne et c'est une conversation aussi banale qu'elle puisse l'être. Et moi, en tant qu'adhérent chez Reconquête, j'ai pas peur de dire que le parti est en effet il pourrait mieux être géré. Il est trop vertical et il laisse pas d'autres initiatives respirer. Il met pas en lumière des objectifs qui sont pas électoralistes. Et ça, c'est bien dommage parce que ça pourrait combattre et mettre en lumière sur plus de problèmes qui sont en dehors du spectre politique. Problème à droite. Ça, c'est un gros problème à droite. Oui, j'ai un gros problème dans toute la droite, oui. Je vais conclure sur ce sujet. J'aimerais juste dire que moi, personnellement, en tant qu'adhérent chez Reconquête, et je pense que la cabale qui a été menée contre toi, Marc, est absolument odieuse. Mais c'est les aléas de la politique, c'est une bonne guerre, comme tu le dis à chaque fois, et j'aime bien la façon dont tu as affronté la chose, et c'est quelque chose, mais c'est quelque chose que je pense que moi, je pense qu'il y a un manque vraiment de vraie solidarité. C'est comme une solidarité faux cul qu'on a au sein de certains partis. Et c'est quelque chose que j'accuse. Si tu permets, je vais rebondir sur ta précédente question, que tu me disais, en fait, je sais pas si toi qui l'as posé ou une autre qui me disait, est-ce qu'ils pensent comme moi au sein de Reconquête, etc. C'est Damien.
Ah, c'est Damien, voilà. Donc, en fait, j'ai dit qu'il y avait les opportunities, il y avait les opportunistes, il y avait ceci, cela, etc. Mais il y a aussi ceux qui ne disent rien. C'est-à-dire, en fait, ça, par contre, ça m'a un petit peu blessé parce qu'il y a pas mal de gens chez Reconquête que je connaissais bien, on était très copains, etc. Bon, on l'est toujours plus ou moins, voilà. Mais en fait, je pensais qu'ils allaient se bouger, qu'ils allaient envoyer une lettre à Zemmour, etc. pour dire non, mais écoutez, ce qui s'est passé, c'est pas normal, etc. Et en fait, et après, là, ça m'a ouvert un peu les yeux. C'est la triste réalité de la vie. En fait, la plupart des gens, ils sont d'accord qu'il y a une cabale, ils sont d'accord que c'est pas juste, c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire à Marc, les gars, mais moi, je vais rien dire parce que, voilà, moi, je suis le responsable de ça à ça. Voilà. Si j'ouvre ma gueule, je vais me faire virer de Reconquête aussi. Donc, Marc, c'est ça, mais en fait, du coup, Marc, il est bien sympa. Marc, il est vraiment, j'adore Marc, il a raison, tout ça. C'est pas juste qu'il est arrivé, mais moi, je suis responsable de tel département de Reconquête, je vais pas ouvrir ma gueule. La semaine prochaine, j'accueille Marion Maréchal chez moi, tout ça, j'ai pas envie de problème, donc je dis rien. Et Marc, il se débrouille, il se démerde, voilà, moi je l'aime bien, mais bon, c'est pas non plus mon, voilà. Et c'est ça. Et ça, je l'imaginais pas. Moi, je pensais que les gens étaient tellement dans les idées, dans la bonne cause. Mais en vérité, tout le monde, et peut-être que moi, maintenant, je critique, mais un jour, je ferai pareil, je sais pas. C'est la nature humaine, peut-être. Je pense pas, mais peut-être que voilà. C'est comme n'importe quelle boîte, en fait. Voilà, tout le monde pense à son propre intérêt. Voilà, dans une boîte aussi. Demain, tu vois, ton pote, il se fait virer pour une connerie, etc. Il y a quelqu'un qui l'accuse d'un truc, c'est faux. Et le patron, tu t'entends bien avec lui, ou le patron, si tu te fâches avec lui, il va te virer. Et si tu te vires, ben, tu n'as plus de sous pour nourrir ta famille, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas remuer corps et âme pour défendre ton pote parce que c'est pour la bonne cause? Mais qu'est-ce qui est plus important, c'est ton pote ou de nourrir ta famille? Ben, c'est de nourrir ta famille, donc du coup, tu vas fermer ta gueule. C'est un peu ça. Voilà. Mais par contre, la politique, c'est pas vraiment ça parce que c'était tous des bénévoles, donc c'est pas cool. Bon, même si il y a des ambitions. Quelque chose que je suis content qu'on ait pu en parler lors de cet épisode. C'est vraiment je suis vraiment très content parce que c'est sans doute le meilleur épisode qu'on ait déjà fait. C'est une très belle intervention, il y a de très belles vérités qui sont dites aussi. Est-ce que je peux poser une question? Excuse-moi Jean, parce que je voulais rebondir parce que donc Marc nous dit que qu'il passe plus sur la métapolitique, et moi c'est un sujet que je trouve voilà, assez intéressant si on peut juste y consacrer une minute, parce que moi quand je vois les mouvements ou même les influenceurs de droite, souvent on a l'impression qu'ils prêchent à la paroisse. Alors moi je voulais demander à Marc, est-ce qu'il arrive des fois à convaincre des gens qui partent d'une position idéologique différente? Est-ce qu'il y a une manière de calibrer son discours pour faire changer les opinions des gens, quoi? Alors oui, très bonne question. Souvent, on peut critiquer, on va dire, ceux qui font de la métapolitique, par exemple les influenceurs. Voilà, moi, c'est créer un réseau, mais après, il y a ce qui me vient à l'esprit de métapolitique, c'est évident, c'est tout ce qui est Thaïs Buffon, Julien Rochdy, Conversano, tout le reste, Papacita. C'est des gens qui sont pas candidats, c'est pas des gens politiques, mais ils servent la cause, ils font de la métapolitique, c'est-à-dire que ils essaient d'influencer. Ils influencent le monde pour aller dans un certain sens, sans parler d'un parti politique, mais d'idées. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il y en a qui critiquent en disant, mais en fait, ceux qui regardent les vidéos, c'est des gens qui l'adorent, et donc ça sert à rien parce que ils prêchent à des convaincus. Tout comme à l'époque, on disait ça de Zemmour, c'est-à-dire on disait, ouais, mais c'est bien, tous ceux qui viennent au meeting, c'est tous des militants, etc. Donc je pense qu'il y a une part de vrai, mais s'il y a, je sais pas, 80%, 90% des gens qui regardent, qui sont déjà des convaincus, ça veut dire quand même 10-20% de gens à convaincre. Et ces 10-20% à convaincre, ils vont convaincre leurs amis, les amis. Donc, en fait, finalement, on fait un travail de fond qui va tout changer. Donc, en fait, mais seulement le problème, c'est qu'on ne peut pas le quantifier. Du coup, ça joue aussi sur le paysage. Comment? Ça joue aussi sur le paysage. Enfin, plus t'as de vidéos, plus t'as de choses, et plus il y a de gens, et plus on voit qu'il y a des gens qui regardent et qui soutiennent, et plus ça normalise aussi un discours. C'est plus des idées de complotistes, de nervis qui sont 10 sur un réseau Telegram. C'est 5 millions de personnes sur une vidéo, donc ça fait déjà beaucoup plus. Et du coup, ça normalise aussi. Donc on voit que les choses évoluent, donc ça nous motive. Après, on peut pas le quantifier, on peut pas dire j'ai fait ça, lui il a fait ça, donc il y a plus 10% dans tel département, ceci, cela. Ça, on peut pas le savoir. Donc voilà, il y a des gens qui ont besoin de chiffres. Ils disent voilà, je sais pas, je suis vendeur de téléphone, j'ai vendu tac, je sais que grâce à moi il y a telle statistique, voilà. Là, on peut pas savoir. Du coup, en fait, on est dans le flou, et ce qui nous motive, c'est de voir que généralement la population elle change d'avis. Donc pour répondre à la question, voilà la tendance, donc je sais que c'est pas peut-être pas une réponse totalement satisfaisante, mais moi je pense que quand on voit la tendance actuelle,
ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne à cause de la politique, de la métapolitique? Moi, je pense que la métapolitique joue le rôle. Et d'ailleurs, là, du coup, j'ai un exemple concret, c'est que moi-même, j'en suis l'objet. Parce que moi-même, je suis pas né dans une famille FN. Mon père était plutôt, il avait voté Chirac, etc. Je suis né d'une famille plutôt de droite, donc je pense la plupart des Asiatiques, en tout cas patriotes. Je sais pas s'il y a vraiment de droite et de gauche aujourd'hui, mais en fait, on va dire, je suis d'une famille patriote, mais plutôt de droite centre à l'époque. Et si j'ai changé d'avis, c'est aussi parce que j'ai commencé à voir des vidéos d'influenceurs, comme ce que je viens de noter, de mentionner. Et à une époque, je ne regardais jamais ça. C'est quand, en fait, d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais bon, petite confidence, là, quand Zemmour est apparu, je commençais à m'intéresser à lui, mais je pensais pas du tout que j'allais m'engager pour lui. J'ai dit, ouais, c'est intéressant, mais sans plus. Mais comme à l'époque, Jean-Marie Le Pen, je trouvais que ce qu'il disait, c'était intéressant, mais je dis, non, moi, je suis MPLR, je ne vais jamais rejoindre le FN, parce que c'est des racistes, c'est des machins, c'est cela. J'avais un blocage. Et quand Zemmour est arrivé, j'avais encore ce blocage. Qu'est-ce qui m'a fait débloquer? J'ai commencé à regarder des vidéos de Papacito, de ceci, cela, et je suis pas d'accord sur tout, mais je me dis, en fait, je pense que j'avais besoin de me reconnaître dans certaines personnes, dans certains passages, dans certaines idées, et ça m'a rassuré. Donc, en regardant des vidéos, je me dis, en fait, mais lui, il pense un petit peu comme moi. Donc, finalement, ce que dit Zemmour, c'est peut-être pas un facho de raciste. Voilà. Ouais. Et donc, je me dis, peut-être que les gens qui écoutent la franc-parler, dedans, il y a des gens qui votent LR ou des macronistes. Et après, ils regardent par curiosité. Au début, c'est pas des fans, c'est pas des gens convaincus qui ont dit, ah tiens, c'est à quelle heure non, il y a une nouvelle vidéo, viens, regarde. Non, c'est des gens qui, tiens, ils ont cliqué, je sais pas, ils ont vu par hasard, ils sont tombés dessus. Je dis, tiens, allez, j'ai 5 minutes à perdre, je regarde 5 minutes. Et après, finalement, un quart d'heure après, ils sont encore là. Je dis, bon, putain, je vais partir. Mais finalement, ils ont vu toute l'émission, ils ont réfléchi. Et en fait, eux-mêmes, ils voulaient pas, ils pensaient peut-être se moquer de l'émission. Ils disaient, ouais, j'ai trouvé une émission, il y a que des fachos, regarde, il y a l'autre Shintok qui dit des conneries, etc. Et après, finalement, il regarde, il lit, il dit, putain, finalement, ce qu'il dit, c'est pas con. Ça a du sens, il y a de la logique, je suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, mais c'est intéressant. Après, il fait une pause, il regarde plus, il revoit 2 semaines après, ah ouais, c'est vrai, tac. Après, il regarde sur la chaîne, oh, il y a d'autres vidéos, c'est bien ça, tac, il y a un autre sujet, tac, tac. Et petit à petit, ça change. Voilà. Donc, je pense que ça sert. Merci. Alors, si je parle trop, dites-moi. Merci au peu de liberté d'expression qui nous reste encore. Ah, j'ai pas entendu. Pardon. Moi, j'ai une question. C'est pour recentrer un peu le débat, parce qu'à la base, on était sur l'expatriation. Oui, j'allais le faire, oui. Ouais. Vas-y. J'avais une question, vu que tu poses toutes les questions, genre. Oh. Vas-y. Allez, laisse parler, Jean. C'était pour savoir, toi, par rapport à ton expatriation, donc ton cas personnel, ta famille, ton entourage, tout ça, qui a été les points positifs et les points négatifs de ton expatriation au court et long terme, je parle en global. Après, si c'est trop long, fais-nous. Fais comme tu veux. Vas-y. Il y a le temps. Ok, bon, j'essaie d'être concis. Qu'est-ce qui est les points positifs déjà dès le début, c'est déjà quand on part en vacances, on le sent. C'est-à-dire que j'étais parti en vacances d'abord à Hong Kong, en Chine, etc. Je voyais commencer, ou même avant en Angleterre, même si on peut critiquer sur certains points que c'est un peu comme la France, il y a des problèmes, etc. Mais en fait, rien que le fait de partir à l'étranger, ça m'avait éveillé ma curiosité. J'ai appris l'anglais, j'ai découvert un environnement international, etc., etc., etc. Et je voyais qu'il y a certains problèmes que j'avais en France qui n'y sont plus. Voilà. Par exemple, concrètement, c'est quoi les points positifs? C'est que je marche dans la rue à Hong Kong, je sais que je vais pas me faire agresser, etc. Quand je prends le métro, je sais qu'ils sont pas la piste, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le côté sécurité. Mais après, il y a des choses. On s'y habitue. Voilà. Un autre truc très concret, c'est par exemple les magasins. Les magasins sont ouverts 24 heures sur 24, pas certains 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7 en tout cas. Donc moi, je me rappelle quand j'étais à Marseille, le dimanche, il y a quasiment tout qui était fermé, quoi, à part les magasins, les supérettes, etc. Mais presque tout était fermé, même si aujourd'hui, voilà, il y a les zones touristiques, etc. Mais à Hong Kong, tout est ouvert. Donc en fait, on a l'impression que la vie est possible tout le temps. Du coup, en fait, ça, c'est le côté positif.
Et après, on s'en passe plus. Après, le côté négatif, bien sûr, il y en a toujours. On est loin de la famille. Et après, il y a expatriation et expatriation. Ceux qui sont expatriés à Londres, ils sont plus proches de la famille que ceux qui sont expatriés au Brésil ou à Hong Kong. Ils sont loin. Si vous avez le père, la mère qui est malade, etc., voilà, qu'est-ce que vous faites? Là, il y a 2 jours, il y a 3 jours, j'ai un ami de Bangkok qui m'a dit, ouais, mon père qui est pas bien, je vais peut-être rentrer en France dans les prochaines semaines, comme ça, je suis là. Et après, le lendemain, un jour après, il me dit, ouais, mon papa, il est parti, je rentre maintenant, je rentre demain. Ouais. Et là, ça m'a marqué. Donc, en fait, il avait prévu de rentrer dans les prochaines semaines pour être près de son père parce qu'il pensait que son père allait mourir dans un mois ou 2 mois. Finalement, tac, finalement, il n'était pas là. Et là, il rentre pour l'enterrer. Et voilà, donc vous savez que l'expatriation, c'est pas aussi ça. Il faut pas oublier qu'on est loin de son pays. Et après, il y a plein de choses. Ça dépend. Moi, j'ai toujours été dans un pays où on parlait anglais. Et je parle bien anglais, donc j'ai de la chance. Mais il y a des gens qui parlent pas bien anglais. Et du coup, c'est pas aussi simple d'apprendre une nouvelle langue. Et après, même si la langue française, c'est quelque chose qui est en vous. Même si vous parlez bien anglais, ça vous fait un sentiment particulier quand vous entendez de langue du français. Donc voilà, même moi quand j'étais à Londres, je parle bien anglais, mais dès que j'entends quelqu'un parler d'un français dans la rue, au début en tout cas, je dis ouais tiens il y a des Français, et je sens une certaine proximité, j'ai un sentiment amical, voilà. Bon après j'ai changé d'avis, je dis putain maintenant c'est tous des bobos, ils font chier, je les évite ou quoi, ça dépend. Mais en tout cas, au début on le sent un peu comme ça. Il y a une sorte de petite nostalgie quoi. J'avais la Ouais, même il y a une chose. nostalgie parce que tu sens que c'est la langue de ton quartier. Ça, quand tu entends parler, du coup, ça te rappelle des souvenirs. En plus, c'est l'environnement, il est différent. Et voilà, donc c'est. D'ailleurs, en parlant de l'environnement, communauté du coup, ça se passe française comment expatriée, pour quoi. s'adapter? Je me permets, je vais juste en poser une au sujet de l'expatriation. Moi-même, j'ai été expatrié pendant plus de 6 ans en Amérique du Sud, et c'est vrai qu'on ne peut jamais aimer la France autant. On ne peut que aimer la France démesurément si on l'a quittée. Ça, c'est sûr. Ça m'est arrivé. Mais quand on est loin, moi, quand j'étais loin, enfin, c'est mon cas aussi, on est loin des problèmes des Français. On est loin des problèmes de l'Hexagone. Donc, je voulais te demander si tu considères que l'expatriation, elle peut offrir une perspective unique pour renforcer l'attachement à la France, ou est-ce que tu penses qu'il existe des moyens plus efficaces localement de s'engager ici en France? Ah, mais là, je pense qu'il y a une multitude de moyens pour développer son attachement à la France, ça c'est sûr, et je ne les ai pas tous en tête, bien entendu, et chacun a des raisons différentes d'avoir de plus en plus d'attachement. Ce qui est sûr, c'est que, dans mon cas aussi, je peux parler de mon expérience, au moins, le fait d'être à l'étranger, ça donne encore plus envie de défendre, de retrouver le pays qu'on aime, de faire ce qu'on peut, parce que justement, on sent qu'on n'est pas chez soi, à l'étranger. Et même si on est dans des pays où, voilà, on va pas se mentir, hein, je suis en Asie, je suis à Hong Kong, là, on pourrait très bien dire, ouais, Marc, il se sent chez lui. Mais en fait, non, je me sens pas chez moi. Et même si les gens me considèrent un peu comme chez eux, parce qu'ils me parlent chinois, ils croient que je suis là, mais je dis non, je parle pas chinois. Enfin, je parle un petit peu chinois, mais je parle pas bien, donc faut me parler en anglais. Et donc, en fait, tous les jours, quand je suis en Asie, les gens me rappellent que je suis pas asiatique de culture, je suis ou un petit peu en tout cas, mais je suis un Français. Je suis un Français d'origine asiatique. Je suis pas un Asiatique. Je suis un Européen. Je suis un Européen dans ma tête, avec des origines asiatiques. Mais en fait, que je sois à Hong Kong ou en Thaïlande ou ailleurs, je suis pas chez moi. Je suis un étranger et je ne suis pas bienvenu comme un Hongkongais. Je serai jamais un Chinois. Est-ce que tu as des enfants, Marc? Ouais, j'ai 2 enfants de 8 ans et 6 ans. Parce que c'est pas un peu compliqué de leur transmettre la France, si je peux utiliser cette expression, quand on est à l'étranger? Non, mais d'ailleurs, c'est très intéressant d'ailleurs, mais comment tu les éduques, comment tu fais en fait? Est-ce que tu essayes de les ancrer au plus Comment tu les francises? Non, mais pas forcément. Est-ce que du coup tu essayes, tu vas essayer de transmettre la culture française, ou est-ce que tu essayes au contraire, c'est comme nous, ce qu'on peut reprocher par exemple des fois aux immigrés chez nous, de pas assez justement les intégrer. Est-ce que tu essaies au maximum de les intégrer dans Hong Kong dans des écoles, enfin comment tu fais? Tu les scolarises dans des écoles plutôt françaises, dans des écoles de quartier normal quoi. Enfin comment tu fais en fait? Et pour toi-même aussi, puisqu'au final tu vas dans un autre pays et tu y vis. Du coup, est-ce que tu t'es tu leur posé parles cette dans quelle question? langue Est-ce que tu t'es posé cette question je vais devenir chinois totalement, puisque au final je pars dans un pays, c'est pour y habiter.
Et Donc, aussi, est-ce que tu comptes revenir en France? Non, mais c'est- Ouais, attends, j'en ai encore une autre. Ok, balance une doucement, question, doucement. le mec là, il Bon, peut attends, plus je poserai ma répondre question là, après. il peut plus rien Laissez- faire. Alors, la rappelle. première, là, on revient. La première, c'était quoi déjà, la première? voilà, j'essaye de Non, c'est répondre sur à les tout enfants. et Comment tu fais si, Les enfants. si j'oublie, voilà, si je sais pas si Jean ou David, vous voulez écrire les questions et si j'oublie d'en répondre à une, vous me la reposez après. Alors déjà, c'est une très bonne question et ça peut être très long à répondre. On peut faire 3 heures de débat juste sur les enfants. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire déjà, j'essaye d'être le plus concis possible. Et j'essaie de ne rien oublier parce qu'en fait, c'est important que j'en parle parce qu'on m'a critiqué dessus. Il y a pas mal de gens qui me disent ouais, mais tes enfants, ils parlent même pas vraiment français, etc. Donc voilà, déjà, mes parents, mes enfants, ils sont franco-hongkongais, donc ils ont 2 nationalités. Enfin, ils sont franco-chinois parce que la nationalité c'est chinoise, mais c'est un passeport de Hong Kong, donc c'est différent des Chinois de Chine parce que normalement on n'a pas le droit d'être franco-chinois parce que la Chine n'autorise pas la double nationalité. Mais on a le droit d'être franco-chinois de Hong Kong. C'est un cas particulier, en tout cas pour l'instant, parce que Tiens, du coup, et petit aparté, juste comme ça. voilà T'en pour parles. ouais, Si tu avais dû à choisir entre les 2 nationalités pour tes enfants, juste comme ça, tu aurais choisi laquelle, du coup? Tant que tu es sur le sujet. excellente question. Moi, personnellement, j'aurais choisi français, ça c'est sûr et certain. Mais il faut pas oublier qu'on est 2 à avoir des enfants. Donc, mes enfants ne m'appartiennent pas, ils appartiennent aussi à ma femme. Et ma femme n'est pas française, elle est hongkongaise. Donc, si moi je dis que mes enfants veulent je veux le passeport français, que ma femme veut qu'il soit hongkongais, ben comment on fait? Il y a une petite bagarre. Ou alors on a 2, il y en a un qui devient français, il y en a un qui devient chinois, je sais pas. Là, du coup, C'est un choix. c'est propre à chaque famille. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est chaque des choix personnels. La seule nuance que j'apporterai, c'est qu'en fait, dans le cas d'enfants binationaux, normalement, on devrait privilégier là où ils habitent. C'est-à-dire que mes enfants, ils sont franco-hongkongais, mais malheureusement, et je le regrette, ils sont plus hongkongais que français. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient plus français qu'hongkongais. J'aimerais bien qu'on passe quelques années en France, etc. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'ils sont plus hongkongais, ils se sentent plus hongkongais. Et voilà. Et moi, mon challenge, mon défi, pour être un peu plus francophone, c'est de les inciter à avoir envie d'apprendre bien le français, etc. Et moi, je veux que toute ma famille parle français, anglais, mandarin cantonais, parce qu'il y a le mandarin cantonais, les 4 langues. Et en fait, moi, au début, je voulais mettre mes enfants à l'école française. Il y a certaines circonstances qui ont fait que je l'ai pas fait. Premièrement, financièrement, c'est très cher. À Hong Kong, faut compter 1 500 € par enfant. Si vous avez 2 enfants, ça fait 3 000 € par mois déjà pour l'éducation. Ça, on oublie aussi que le système français, c'est gratuit, mais à C'est l'étranger, rien, ça se ça. paye. Voilà, donc donc moi au début j'ai donné des cours d'arts martiaux. Au début j'étais en contre-gestion, mais après quand j'ai eu des enfants, j'ai donné des cours d'arts martiaux, donc j'avais pas de revenus fixes. Si un jour j'ai des clients qui s'en vont, etc., l'autre il change de pays. Voilà, donc par manque de stabilité financière, j'ai choisi la sécurité. Et aussi, il y avait l'école était loin de là où on était, mais aussi finalement, ce qui m'a fait décider le pas, c'est que voilà, c'est que mon épouse voulait qu'il soit à l'école locale. Elle avait ses raisons elle, parce que si elle à l'école française, eh ben elle pourrait pas les aider pour les devoirs. Là, ils vont à l'école chinoise, ils ont les devoirs en chinois et en anglais aussi, parce qu'ils font aussi l'anglais très tôt. Mais ma femme peut les aider, donc elle voulait participer à tout cela. Moi, je trouve que ça a du sens. Et après, moi, je dis, finalement, on est en Chine, mes enfants sont nés là, ils sont chinois aussi, il faut qu'ils apprennent le chinois. Donc, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait l'école chinoise. C'est important, surtout que l'école, en tout cas à Hong Kong, elle est de bonne qualité. Voilà. Et après, ce qui leur manque de l'école française, c'est la langue française. Voilà. Et maintenant, ça me conforte encore plus dans l'idée. Là, je vais parler un petit peu politique. C'est que le système français, je considère que le niveau est en baisse et qu'en plus de ça, il y a de la propagande, de woke, etc. Donc, en fait, là, maintenant, je sais que mes 2 garçons, normalement, ils vont rester garçons. Dans un an, ils vont pas se demander. Normalement, ils vont pas se demander s'ils sont garçons ou une fille. Alors que s'ils sont à l'école française, je vais pas dire que ça va arriver, mais il y a plus de risques. Voilà. Donc, en fait, pour moi, ce qui est bien dans le système français, c'est surtout la langue française. Voilà. Après, bon, il y a aussi l'histoire de France. J'aimerais bien, mais ça, on peut le rattraper dans des livres. On la fait pas. On la fait pas de toute façon. On la fait plus de toute façon. On l'avait pas. Non, mais faut pas. On va voir la Shoah 2-3 fois. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait décider. Et après, pour conclure aussi, moi je dirais, voilà, mais c'est pareil pour les Chinois qui vont en France. Moi, je trouverais pas normal qu'un Chinois qui vienne en France, il va toujours mettre les enfants dans l'école chinoise.
s'ils habitent en France, même si c'est une Chinoise ou un Chinois qui est en couple avec un Français, mettez les enfants dans l'école française. Vous êtes en France. Sauf, voilà, et sauf après, s'ils ne peuvent pas s'installer. voilà, bon, après, il y a plein de raisons personnelles, mais après, c'est à eux de leur enseigner le chinois. Voilà, donc, en France, on va à l'école française, en Chine, on va à l'école chinoise. Après, il y a des particularités là où le système est vraiment mauvais. Par exemple, en Thaïlande, je connais aucun Thaïlandais qui a mis les enfants de l'école thaïlandaise parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. S'ils sont pas à l'école française, en général, ils sont de l'école internationale, anglaise, américaine, etc. Donc, ça, c'est notre problème. Mais si le système local est bon, le Japon, Hong Kong, Singapour, il n'y a pas de mauvais choix. On peut choisir le système local ou le système français ou le système américain. Voilà, il y a des Français aussi qui choisissent cela. Et l'école à Hong Kong est gratuite pour les enfants ou pas? Alors, l'école publique, elle est comme l'école publique en France, elle est gratuite. Donc, pour l'instant, on a mis nos enfants de l'école publique. C'est pour ça. Ils ont des écoles privées qui sont payantes aussi, comme en France. Et après aussi, j'ai la chance d'habiter dans un quartier très expat. Et l'école de mes enfants est une école anglicane, c'est-à-dire d'inspiration britannique. Voilà, donc ils apprennent du coup à l'école ils ont appris les personnages de la Bible, même si c'est anglican, c'est un peu particulier. Mais c'est quand même c'est chrétien, c'est chrétien, c'est un peu drôle. Des fois ils me font des remarques. Ouais, moi j'y crois pas. Moi par exemple je suis pas chrétien, je suis athée, mais bon je suis pour la culture chrétienne évidemment, c'est celui de la culture française. Mais mes parents, mes enfants me disent ouais c'est Jésus qui a fait ça, c'est cela. Donc moi je dis moi ça fait rire parce qu'ils ont appris ça à l'école. Je dis ouais ok. Voilà. Non d'accord. Et c'est facile de s'intégrer ou pas dans la vie à Hong Kong? Enfin, comment ça se vit en fait le fait d'être expatrié? Mais ça y est, Damien il a envie de partir là-bas. Non mais non mais enfin, je sais pas. Il a mais ça dépend il demande là, Damien. Là, déjà le loyer. Ouais. Le loyer? Non, c'est une blague. Mais ouais, donc comment tu t'intègres dans voilà. Alors comment on s'intègre? Déjà, bien entendu, l'expatriation en général, ça dépend des pays. Là, Hong Kong, la réponse courte, c'est oui. Pourquoi? Parce que Hong Kong, c'est très international, c'est même la ville la plus internationale d'Asie. Moi, j'ai vu passer plein de Français depuis 11 ans que je suis à Hong Kong. Je n'ai rencontré qu'une seule, une femme, une Française qui n'a pas aimé Hong Kong parce qu'elle dit que c'était trop vertical, il y a trop de buildings, elle aime bien les petits villages, etc. Voilà. Tous les autres Français, ils adorent Hong Kong et ils s'adaptaient bien parce qu'en Hong Kong, tout le monde parle anglais, c'est facile de trouver du travail, c'est facile de perdre du travail, mais c'est facile de retrouver du travail. Et finalement, la vie à Hong Kong, elle est tellement elle est pleine d'énergie, il y a plein de choses à faire. En fait, normalement, c'est très facile de s'intégrer. Après, il y a s'intégrer. Il y en a qui considèrent que s'intégrer, trouver un job qui paye, de la finance, parler anglais tout le temps, et français, et ne pas parler chinois, c'est s'intégrer. Et il y en a qui considèrent que s'intégrer, c'est aussi apprendre le chinois, etc. Chacun son point de vue. Mais pour information, voilà, ça dépend où vous allez dans le monde. À Hong Kong, en tout cas, il y a beaucoup de gens. Moi, je connais des Français qui sont là depuis 30-40 ans. Ils parlent quasiment aucun mot de chinois. C'est la vie, et après on peut pas vraiment le critiquer parce qu'il y a pareil avec des Britanniques. Vous savez, à Hong Kong, il y a des Hongkongais qui sont blancs. C'est ils viennent des anciens Britanniques et ils ont pas forcément le passeport britannique, ils sont Hongkongais et ils sont nés à Hong Kong et ils sont blancs et en fait ils parlent pas chinois. Ils parlent pas chinois. Il n'y a pas de tension communautaire. Comment? Il n'y a pas de tension communautaire Non, pas du tout, parce que Hong Kong est tellement habitué au côté international, donc il y a aucun problème. Mais après, c'est comme tout, c'est une question de quantité. À Hong Kong, il y a combien de blancs qui sont nés à Hong Kong qui parlent pas chinois, qui vont faire le bordel à Hong Kong. Voilà. Et en plus, c'est pas les blancs les locaux n'ont pas de problème, etc. Voilà, donc il peut y avoir des problèmes à partir où déjà s'ils font des problèmes, parce que déjà les blancs ils brûlent pas des voitures, ils disent pas nique la Chine et allez vous faire voir, etc. etc. Et en plus de ça, même s'ils le faisaient, ils sont pas nombreux. Voilà, donc voilà. Après, vous êtes dans n'importe quel pays, une minorité qui devient plus importante en nombre, et en plus de ça, qui s'impose avec ses règles, etc. Du coup, ça marche plus. Voilà. Tout de suite, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je voulais dire que ouais, ça coupe un peu. T'as bugué, là. Je crois que ça vient allô. pas de moi. Ouais, c'est bon. bon. Attendez. Excusez-moi, ce micro, des fois, lui aussi, il est en grève. Alors, est-ce que je voulais te demander si tu considères que les efforts pour renforcer
l'identité française, la culture française, elles peuvent être réalisées de manière équitable par les expatriés. Et comment ça pourrait être mis en œuvre? J'ai eu le mal d'entendre beaucoup de personnes me reprocher quand je suis rentré en France que je n'ai pas fait assez pour la France parce que j'étais sous mes cocotiers. Mais quand je dis que c'est justement ce moment de répit que j'avais à l'étranger qui m'a fait rentrer. T'es revenu bronzé quand même. Donc oui, mais il faut. Est-ce que en fait, c'est-à-dire que pour renforcer l'identité française, est-ce que on peut réaliser de manière équitable des choses quand on est expatrié? Comment on peut faire ça? Bah, bien sûr, déjà, le concept d'équitable, à mon avis, c'est difficile à définir. La critique qu'on te fait, c'est une critique assez facile. Ouais, tu es parti à l'étranger, voilà, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu t'engages un petit peu par-ci, par-là, et ça vaut pas ce que nous on fait parce que nous, on était sur les marchés tous les matins à donner des tracts, voilà. Et toi, tu faisais quoi? Tu étais à l'étranger, tu faisais sur Internet. Voilà, c'est facile à critiquer et il y a une part de vrai, ça c'est vrai. Maintenant, à l'étranger, ça dépend ce qu'on fait, dans quel domaine. Moi, je considère par exemple des expatriés, il y a ceux qui travaillent déjà dans les consulats généraux, un consulat général, une ambassade, une école française. Donc, en fait, ils sont à temps plein. Ils font que ça de leur vie. C'est-à-dire, leur job, c'est de donner des cours de français au lycée français. Donc, en fait, eux, on peut dire qu'ils sont plus au service de la France que même des Français qui travaillent en France. Parce que eux, ils font que ça. Ils font vivre la France, la francophonie, le rayonnement de la France à l'étranger. Et j'ai vu aussi, par exemple, celui qui importe des huîtres de Bretagne, qui a ouvert un restaurant breton ou alsacien ou ceci ou cela. Donc, en fait, ils contribuent à temps plein à la France à l'étranger. Voilà. Maintenant, après, pour les gens, on va dire normaux qui travaillent, voilà, comme moi, par exemple, dans le domaine des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est pas particulièrement français. Mon militantisme, c'est surtout mes actions de militant dans la politique. Ou alors, bien entendu, il y a toujours des Français qui viennent faire des cours avec moi parce que je suis français, etc. Il y a une part de ça, mais bien entendu, c'est minoritaire. C'est pas pour ça que voilà, on connaît mon engagement. Et là, du coup, en fait, voilà, on peut me dire, voilà, moi, Marc, depuis Hong Kong, est-ce que c'est parce que je fais 2-3 tweets que je suis plus impliqué que quelqu'un qui fait les tracts sur les marchés un dimanche matin quand il fait froid en France? Moi, je le conçois. Hein, moi, ceux qui font du tractage sur les marchés, je trouve ça courageux et ils font quelque chose que je fais pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Et moi, par contre, je pense que l'impact, quel est l'impact? Voilà. Est-ce que quand tu vas tracter sur un marché le matin, combien de personnes tu vas convaincre? Et quand tu fais une vidéo YouTube à l'autre bout du monde, combien de personnes tu vas convaincre, etc., etc. Donc, on doit agir de toute façon à des niveaux différents. Et en plus de ça, voilà, à l'étranger, il y a plein de gens qui sont déconnectés de la politique française, qui votent pas du tout. Donc là, je suis le seul, le seul, je veux dire, nous les expatriés, on est les seuls à pouvoir contacter ces gens-là, et c'est pas le mec qui est sur les marchés le matin. Voilà, donc on peut inverser la question, c'est-à-dire le mec qui donne les tracts sur les marchés le matin, comment il fait pour obtenir le vote des étrangers, des Français de l'étranger. Voilà, donc en fait, ça va dans les deux sens. Surtout au Brésil, par exemple, dans les grands pays, au Brésil, Russie, Australie, où en fait les gens sont éparpillés un peu partout. Comment tu fais pour... voilà. C'est comme si les expats, ils choisissaient comme moyen de préserver leur vision de la France, de s'expatrier. Ouais, et je le dis aussi dans ma dernière vidéo avec Conversano, je reviens encore sur ce sujet parce que c'est un point important. Mais moi, je pense qu'il y a une diaspora française qui se crée, un peu comme les Libanais, un peu comme les Israéliens, etc. Où en fait, on est plus vraiment attaché. On est attaché bien entendu à un territoire, mais ça va au-delà du territoire. C'est l'identité. Donc en fait, il y a plein de Français qui vont vivre dans le monde, qui vont être nés en dehors de la France. Et en fait qui vont se revendiquer d'une telle culture. Voilà, donc il y a plein de gens de partout dans le monde, ils sont pas nés en Israël, mais ils se considèrent de faire partie de cette communauté. Après il y a de la solidarité, donc ça redonne la force à une communauté. Mais la communauté française, c'est pareil, je pense. Il faut une diaspora française dans le monde entier qui s'identifie à la France. Donc et c'est ça qu'il faut emporter. Et ça, c'est le rôle des Français étrangers, et encore plus des expats, pour contrer le fait que certains disent moi j'ai quitté la France, ça me fait chier, et donc maintenant je laisse tout tomber. Et donc c'est ça et donc de ce point de vue, nous expatriés, il y a encore plus les patriotes, on a le devoir de nous engager pour justement que la trajectoire que prend on va dire la majorité de la population française expatriée
prend la forme d'une diaspora qui s'entraide, qui a une identité commune, qui a des idées à peu près communes, patriotes, avec des sensibilités. Voilà, il y a des gens qui sont de telle ou telle sensibilité politique, mais en tout cas, ils aiment tous la France. Ils ont envie de revoir la France régulièrement, rentrer en France régulièrement. Ils veulent que la France reste la France et ils font le maximum. Ils vont voter. Voilà. Donc, il faut que la tension diminue. Il faut que les Français de l'étranger contribuent à l'évolution de la France depuis l'étranger. Et donc, il y a des combats qu'on peut mener plus facilement depuis l'étranger que depuis la France, je pense. Après, ça marche pas s'il y en a qui croient plus en la politique. C'est un petit couac. Oui, malheureusement c'est vrai. Et moi-même j'allais rentrer dans ma campagne législative. Là, je le disais en consommant l'anecdote, je rencontrais des gens, c'était en Thaïlande, et j'ai rencontré des gens qui étaient d'accord. Il m'a dit ouais, tu es qui toi? Je suis là parce que je fais campagne pour législative. Ah ouais, mais tu es de quel parti? Tac tac tac. Après, il dit, ah oui, bravo. Tu es avec Zemmour, tout ça, très bien. Et moi, je croyais qu'elle allait voter pour moi, mais il n'avait pas voté pour moi, il n'a pas voté pour Zemmour, etc. Il vote plus. C'est-à-dire, il est d'accord avec les idées, il dit ouais, très bien, bravo pour tout ce que vous dites, mais après, il vote pas. Et du coup, je dis, bah ouais, mais ouais, si tout le monde est d'accord, mais personne vote, on va jamais s'en sortir. Voilà. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui ont les bonnes idées, mais ils disent, ça sert à rien d'aller voter, c'est toujours les mêmes qui vont. Et maintenant, dès maintenant, il y a plein qui pensent ça. Il y a des patriotes qui pensent ça. Il y a des patriotes qui ont abandonné, encore plus parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont soutenu Zemmour. Ils ont dit, ah, mais même Zemmour, il va pas gagner, il y a personne qui va gagner. Moi, je me cache, je suis à l'étranger, je vote plus. Voilà. Du coup, là, c'est très dangereux parce qu'en fait, du coup, quel est le but de la vie, quoi. Après, je dis, après, on peut se dire que de toute façon, même si ça change rien, ce sera jamais pire, quoi. En fait, c'est un peu un pari pascalien, en fait. On a tout à gagner et rien à perdre quelque part à voter. Puisque est-ce que ça peut être pire que Macron? Bon, autant voter, mais c'est vrai que je comprends aussi qu'on est perdu, on n'a plus vraiment d'illusions. Bah, les gens, le fait de se dire que ok, bah rien changera, c'est de toute façon l'Europe, parce que etc. Enfin, je pense que ça peut toujours être pire. Hein. Ça peut toujours être pire, malheureusement. Mais voilà, c'est de toute façon. Mais en tout cas, voilà, on perd rien à voter, il faut le faire. On perd rien à voter, oui. Après, la plupart des partis, c'est des partis financés, et les partis financés, ils donnent pas confiance. Ils donnent pas confiance en le personnage. Après, les idées, c'est les idées. Donc, tu auras beaucoup de gens qui seront d'accord avec les idées. Moi, je suis d'accord avec beaucoup d'idées. Même chez Reconquête, même chez beaucoup d'autres partis. Hein. Je suis pas que de droite, je suis pas que de gauche. Je suis pour mon pays, mais les politiques en soi, le personnage en soi, je n'y crois pas, je crois pas non plus. C'est vraiment que les idées que je prends. Mais évidemment, c'est un couac, parce qu'au final, les idées, ça nourrit pas. Ça... c'est beaucoup porté, enfin, les partis sont beaucoup portés par les hommes. Plus que par les idées, beaucoup. Hein. Mais le problème, c'est que les idées, une fois que le politique arrive en fonction, bien souvent, il les oublie. Il les met pas justement en fonction. Il est là notre souci. C'est qu'on va voter pour des idées, mais derrière, est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut plus rien. Une fois qu'on a voté, on n'a plus de pouvoir. C'est ça le souci. C'est ça le problème d'appeler notre régime une démocratie. Quoi. Démocratie. Le seul pouvoir que tu as, c'est de donner ton pouvoir. Voter. Aucun pouvoir. Là, on n'a pas trop le choix parce que tout le monde ne peut pas prendre décision à 70 millions de personnes. Et puis parce qu'on veut pas vraiment une république. Enfin, on veut pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est un roi. La France, elle peut. Qu'est-ce que tu penses justement des référendums? C'est des rois pour 5 ans. Non, mais qu'est-ce que justement ils pensent, Marc, des référendums, c'est ça? Ouais, référendum d'initiative citoyenne, c'est pas un truc qui était chez Reconquête, c'est un truc de gauche à la base. Hein. Pourtant. Ouais, parce que c'est un truc qui est démocratique. Pourtant, c'est pour le peuple. Ouais, je sais pas si c'est de gauche, ça peut être. Non, à mon avis, c'est ni de gauche ni de droite, c'est pro-démocratie. En tout cas, pour répondre à la question, moi je pense que ça va dans le bon sens si on veut faire fonctionner la démocratie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire par fait des référendums. Par exemple, très concrètement, le Frexit. Moi, pour l'instant, je suis dans une position qui est plutôt, on va dire, celle de Zemmour, c'est-à-dire qu'il faut rester dans l'Union européenne et il faut la modifier. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui vont pas aimer ce que je viens de dire maintenant et qui vont dire mais non, il faut sortir de l'Union européenne. Voilà, très bien. Mais
Ouais, voilà, mais très bien, et je l'admets. Mais en fait, moi, je dis n'importe quoi, mais imaginez demain, je suis candidat à la présidentielle, mais je me positionne pas forcément dessus. Je dis, on fait un référendum. Voilà. Ou alors, je me positionne, je donne mon avis, je dis, écoutez, moi, à mon avis, il faut essayer de gagner les élections européennes. D'ailleurs, voilà, il faut parler un peu des européennes. Il faut voter patriote européenne. On peut voter pour qui vous voulez, pour le RN ou pour Reconquête, pour que ce soit, mais il faut voter. Et après, il faut faire le maximum pour que dans chaque pays, il y ait un gouvernement patriote. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Mais par contre, vous m'avez élu président de la République et donc je me suis engagé à faire un référendum. Si on fait un référendum et que vous votez pour faire le Frexit, eh bien, je fais le Frexit et je le fais avec plaisir parce que je me soumets au peuple. Voilà. Non, il y a plein de décisions comme ça qu'on devrait faire par référendum. Voilà. Ou alors, ou alors il faut changer le système. C'est-à-dire, il faut pas faire une démocratie. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on va dire qu'on part du principe qu'on préserve le système. Et je pense que en tout cas, c'est mon plan A. On préserve le système, on veut une démocratie. Il faut pas se diviser sur des enfin, même au sein de Reconquête, il y a plein de gens il y a des gens qui étaient pour le vaccin, et là, il y a des gens qui étaient contre le vaccin. Il y a des gens qui sont pour le Brexit, il y a des gens qui sont contre le Brexit. Maintenant, il y a des gens qui sont pour la Russie et il y en a qui sont pour l'Ukraine. Il y a des patriotes qui se sont battus à cause de la Russie et l'Ukraine. Et il y a des patriotes maintenant qui se battent entre le Hamas et la Palestine. Mais on va dire qu'une majorité de patriotes sont pro-Israël, mais il y en a quelques-uns aussi qui disent ouais, mais voilà. Ça parle dans tous les sens. Et en fait, les gens oublient que voilà, la priorité, c'est la France, c'est pas tous ces sujets qui nous divisent. Voilà. Marc, cependant, le peuple est ignorant. Un économiste, c'est pas un magicien. Si on sort du jour au lendemain de l'Union européenne, moi j'ai toujours été anti-européiste toujours, et parce que j'ai vu à quel point ils se sont entrepris à détruire notre indépendance énergétique, notre indépendance tout court, notre souveraineté. Donc j'ai toujours eu un dégoût pour l'Union européenne et la façon, je pense que on réalise le rêve d'Hitler en fait. Et avec l'Union européenne, l'Europe fédérale des nations. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Et tu vois, ce problème, c'est que si on sort du jour au lendemain, ils ont tellement fragilisé notre économie qu'aujourd'hui, si on n'est pas dépendant encore, grâce à Dieu, mais si on sort du jour au lendemain, on va se casser la figure économiquement et on va manger des patates pendant des années. C'est pas ce qu'on veut. Je pense qu'il faut progressivement, stratégiquement se retirer de l'Union européenne, mais ça se fait pas du jour au lendemain. On parle des années qui peuvent sûrement j'espère un peu moins d'une décennie. Ça dépend comment se porte la réindustrialisation, mais on peut pas sortir du jour au lendemain. Oui, la réindustrialisation, c'est très très compliqué, hein, parce que pour détruire une industrie, c'est très facile. On est mal. Pour construire tout un tissu économique avec des gens qui ont des compétences, des infrastructures, parce que non, mais c'est très compliqué. Je suis pas économiste, mais ça, c'est les conclusions que j'ai tirées après, depuis mon retour en France. En tout cas, je sais qu'on peut pas sortir du jour au lendemain. Donc, je pense que quand un peuple le veut, tout est possible. Si vous regardez par exemple le Japon, il a été presque complètement détruit après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est réindustrialisé très vite. Il a tout reconstruit. Il a dépassé tout le monde. Mais après, les Japonais, c'est les Japonais. Voilà. Le peuple français, ça donne pas envie. Hein. Bah, la Corée du Sud, le Vietnam. Je pense en tout cas que tout est possible si on a vraiment l'envie, la motivation et tout le reste. Après, pour revenir sur le sujet de l'Union européenne, tu as dit quelque chose qui pourrait faire un peu polémique, Jean, sur le Hitler, etc. Je dirais qu'il y a une part de vrai, parce qu'il y a plein de patriotes qui m'ont dit voilà, les Allemands veulent faire ce qu'ils ont pas réussi à faire à la guerre, ils le feront avec l'économie et l'Union européenne. Il y a une part de vrai, je pense que s'il y a une part de vrai, il y a toujours un risque que si l'Union européenne devient un jour une union politique et qu'une personne s'empare du pouvoir absolu, c'est possible. Mais après, on peut très bien voir dans l'autre sens. On pourrait très bien dire aussi que c'est Napoléon n'a pas réussi à faire ça, et voilà. Si on a une Union européenne qui va même jusqu'à la Russie, que ce soit la France qui soit leader avec les valeurs françaises, moi je suis content aussi. Voilà, donc dans l'absolu, je ne pense pas une grande union soit forcément quelque chose de néfaste, mais par contre, il faut la faire bien. Moi, à mon avis,
ce qui me semble réaliste, c'est l'Union européenne telle qu'elle a été conçue au début, c'est-à-dire un marché unique. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, on peut se déplacer, on peut vendre, il n'y a pas trop de taxes, on peut éventuellement avoir la monnaie unique, pourquoi pas. Mais par contre, c'est que du business. C'est pour qu'on soit fort ensemble. Il y a un marché européen. Mais par contre, l'Union européenne, c'est pas les programmes scolaires dictés ceci ou cela, que chaque pays doit faire ceci ou cela en dehors d'un marché unique. Pour moi, l'Union européenne, ça doit être un marché. Essentiellement. Pas une instance Pas de politique, voilà, pas d'armée européenne, pas d'implication dans la guerre Russie-Ukraine et ceci et cela, etc. Voilà, et certainement pas décider qu'il y a tant d'argent de l'Union européenne qui va aller soit dans l'Ukraine, soit dans l'écologie, en Afrique, ou je sais pas. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand l'Union européenne donne de l'argent. C'est pas ce qui m'énerve le plus, mais en tout cas, ce qui m'énerve, en tout cas, que donne de l'argent à l'Ukraine, donne de l'argent à développer le développement durable dans un pays en Afrique, je sais plus lequel, etc. Après, Macron s'en vante en faisant une vidéo dans la fin fond de la forêt où il parle en anglais, etc. Il dit ouais, salut my friend, je suis avec mon ami le président de cela, on va lui donner 2 milliards pour ça. Ah ouais, et l'argent, 2 milliards, ils viennent d'où? Ils viennent de l'argent des Français qui ont donné ça. On consulte personne. Voilà, et en France, il y a combien de fédération Voilà, et en France, il y a des gens qui dorment dans leur voiture, qui ont pas d'argent, tout ça. Donc, en fait, d'abord, avec l'argent des Français, il faut aider les Français. Ça, c'est sûr et certain. Et je dis ça, mais je dis ça pour tout, hein, même, là, tiens, d'ailleurs, voilà, vous savez qu'il y a de l'argent qui est donné à la Chine. L'argent français pour l'aide voilà. Bon, alors, à la Chine. Je prends parti, c'est pas parce que je suis asiatique que je vais non plus soutenir ça. Non, c'est pas normal que la France donne de l'argent à la Chine pour qu'elle se développe, puisque la Chine est plus riche que la France. Mais en fait, ça fait plus puissant que tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des, en fait, la France donne de l'argent pour le développement. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que l'Union européenne est devenue une machine à gaz, une usine à gaz, qui est devenue quasiment ingérable. Maintenant, on a ouvert les négociations pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Et là, ça va devenir encore plus le bordel. Donc, ça ne sait jamais. Après, mais en plus, c'est incroyable parce que du coup, on est une union de pays démocratiques et on demande l'avis à aucun peuple. Genre, on a rien à dire. c'est ça. Le problème, c'est que la plupart des Français, C'est ça la démocratie. ils sont dégoûtés de cette Union européenne. Donc, ouais, mais en fait, un devoir aussi des politiques de se dire que le peuple, il sait aussi ce qu'il veut à ce niveau-là. Et la plupart des gens, ils ne vont pas voter pour l'Union européenne. Les Français, je parle des Français. Yep. Ouais, on revient au référendum. Voilà, c'est ça. Je vais dire un truc pas sympa, mais malheureusement, le peuple, il a ce qu'il mérite. Est-ce qu'on demande... Non, mais parce que c'est vrai que quand on dit en fait on demande pas notre avis, c'est vrai, c'est pas vrai parce qu'on le demande pas sur un point en particulier. On peut pas demander au peuple un avis sur tout. On doit élire le bon personnage. Donc en fait, le peuple, il a donné son avis pour donner de l'argent à l'Ukraine, à l'Afrique, etc. parce qu'il a voté Macron. Après, si le peuple est trop con pour voter Macron encore, tant pis pour lui. Rien. Mais il a donné son avis, le peuple. On verra. Malheureusement, hein, c'est pas facile à dire, mais il a donné son avis. Ce sera pas par manque d'avertissement, en tout cas. Je voulais dire un dernier truc sur l'expatriation. On a un peu. On est à 1h11. Je voulais faire une petite parenthèse avant qu'on finisse sur. J'aimerais bien poser une question aussi avant la fin, une petite. Sur l'expatriation. Moi aussi. Vas-y Jean et après j'y vais. Mais si c'est sur l'expatriation, allez-y, parce que j'allais passer sur un autre thème. Ouais, on peut dire ça. Sur l'expat. Alors, du coup, je voulais savoir, je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, si tu es venu en France avec ta famille ou si tu as des amis hongkongais qui sont allés en France. Si oui, en fait, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils se sont dit que Hong Kong est beaucoup mieux ou... Parce qu'on parle on a plus parlé de l'inverse ce soir, plus des Français qui vont vers Hong Kong avec ta vision des choses. Mais là, du coup, j'aimerais bien savoir un peu le point de vue inverse. Et aussi, qu'est-ce que les Hongkongais pensent en général de la France? Donc, alors, je suis déjà venu en France avec ma femme et le premier de nos fils. Globalement, elle adore ce qu'elle a vu. Bon, après, elle n'est pas les seules. Elle est allée avec moi. Je l'ai amenée dans les bons endroits. Je savais que là où c'était dangereux, pas dangereux. De mémoire, elle n'a jamais vu le métro parisien. Ou alors peut-être rapidement une ou deux fois. Voilà. Bon, mais
ou alors on a pris que le tram ou le taxi ou je sais plus quoi, mais en tout cas, j'essaie d'éviter qu'elle aille dans les mauvais endroits. Et donc elle est rentrée, elle n'a pas été égorgée, donc c'est très bien. Voilà. Mais en tout cas, mais globalement, voilà, pour les touristes hongkongais qui tournent bien ou qui sont accompagnés par les Français, en général, ils sont très contents. Déjà, c'est beaucoup plus grand que Hong Kong. On peut aller d'une ville à l'autre en voiture, etc. La culture, tous les Chinois en général, même toute l'Asie est très francophile. Les gens, je pense que même le monde entier, je pense, trouve que la culture française est un petit peu la lumière de l'humanité. J'exagère peut-être un petit peu, mais non. Si la France est le premier quelques pays qui sont pas tout à fait d'accord, mais oui. Ouais, on est bien d'accord, mais je veux dire la majorité. Pourquoi la France est le premier pays touristique Il y a une au exception. monde? Voilà. Parce que on a une image, on a encore un standing, on a quelques restes. La France, elle a un soft power. La France, elle a un soft power évident, que ce soit ancien, avec les cathédrales, les machins, etc., le romantisme, ou récent, c'est-à-dire Louis Vuitton, Dior, etc. On va dans n'importe quel aéroport au monde, c'est le rayonnement français. Voilà, on n'aime pas, mais c'est du capitalisme, machin, mais c'est du rayonnement français dans le monde, LVMH, etc. Donc, tout le monde adore la France, normalement, presque tout le monde. Donc, les Hongkongais qui viennent en France, y compris ma femme, elle a adoré. Après, il y a des petits trucs, mais une anecdote. Une fois, elle était en voiture et elle a vu, c'était de nuit, elle a vu plein d'étoiles dans le ciel. Elle a commencé un peu à pleurer. Je sais pas pourquoi tu pleures, tout ça. Elle m'a dit, oh, c'est so beautiful, etc. C'est trop beau, etc. Il y a des étoiles à Hong Kong aussi. Et en fait, dans son quartier où elle a traîné la plupart du temps, il y avait pas mal de pollution parce qu'il y a plein de lumière de partout à Hong Kong. En fait, il y a des gros buildings de partout. Et d'ailleurs, même peut-être à New York, etc. En fait, on voit pas forcément bien le ciel de partout, sauf sur les îles, etc. Là où j'habite maintenant. Voilà. Mais en fait, ma femme, comme elle vient d'un endroit très urbain avec des grands tours de partout, etc. En fait, elle avait jamais vu autant d'étoiles dans le ciel. Elle en voyait toujours un ou deux chaque fois. Voilà. Donc en fait, ça fait partie des anecdotes. Voilà, je prends vraiment un truc très spécifique à nous. Voilà. Mais en général, ils aiment la culture, la nourriture, le beau temps, la mer et tout ça, quoi. Et après, bien entendu, il y a aussi ceux qui voient aux infos. On sait bien qu'il y a des Hongkongais qui se font racketter en France, ceci, cela. Les cartes de touristes qui vont acheter des trucs de luxe, ils se font racketter. On sait très bien qu'il y a près des boutiques de luxe, il y a même dans certains commissariats, ou en tout cas dans les boutiques de luxe, ils ont des cellules psychologiques qui parlent chinois et japonais pour aider ceux qui sont traumatisés. Voilà, ça on le sait, c'est pas un secret. Voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin dessus. Mais en tout cas, globalement, je pense que la France elle a un gros soft power. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il y a quelque chose à faire dans l'expatriation. C'est-à-dire que dans le monde entier, on peut continuer à faire vivre la France et la bonne France, c'est-à-dire la culture, la gastronomie, la langue, tout ça. Et parce que de plus en plus, la France, ce qui se passe en France, je pense que d'un certain point de vue, on perd un peu le contrôle, puisque les Français ils votent mal, et donc on a toujours les mêmes pouvoirs. Donc moi, je fais ce que je peux à mon petit niveau, je mets mon bulletin dans l'urne, je milite, etc. Mais moi, maintenant, demain, je parie la tête de mon fils, je vais pas parier que Marine Le Pen ou Zemmour va être élu en 2027. Moi, demain, je mets mon argent sur la table, je parie qu'Édouard Philippe va être élu. Je sais pas, j'espère qu'il va pas être élu, mais je parie. Voilà, donc malheureusement, c'est la vie. Et donc moi, je fais ce que je peux pour que ça n'arrive pas. Je vote pour Zemmour, pour Marion Maréchal, pour Le Pen, je sais pas qui. Et en même temps, à l'étranger, je fais ma vie parce que, à mon avis, ça va pas arriver. Mais j'espère que ça arrive. J'espère que je me trompe. Mais je mise pas ma vie sur le fait que ça arrive. On dit souvent ici que le vote n'est que le premier pas de l'engagement patriote. En fait, on commence par voter et ensuite on s'intéresse par la métapolitique. C'est comme ça que j'ai connu les gars d'ailleurs. Mais voter est le premier pas. C'est très important de voter. Et après, il y a le reste. Malheureusement, pour la France, ça suffit plus de voter, selon moi. Mais vous avez remarqué que les gens qui aiment... il y a beaucoup de choses à envier à la France, c'est vrai. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as montré, Marc. Et les gens qui détestent le plus la France vivent en France aussi. Ça, il faut s'en souvenir. Ils vivent ici. Oui, mais c'est parce qu'aussi ils subissent la France, du coup, je pense. Ouais, c'est ça. Parce qu'à mon avis aussi, ils sont très incompatibles avec nos systèmes, nos valeurs, avec notre pays. Ils sont et en très fait, à mon avis, pour eux, mais pour eux, être là aussi, à mon avis, est aussi une souffrance. Je suis sûr qu'ils ne sont pas heureux d'être ici. S'ils avaient du boulot et de l'argent ailleurs, ils iraient ailleurs, mais sans hésiter.
sans hésiter. Je vous dis, oui, Marc. Je vais juste rebondir rapidement sur ce que tu as dit parce que c'est quand même quelque chose de fort. Hein, que tu dis que ça servait plus à rien de voter, peut-être. Je pense. Ça sert, oui, ça sert. Mais c'est le premier pas. Je dis, c'est juste le premier pas. D'accord. J'ai cru comprendre que tu avais dit quelque chose que le voter, ça n'allait plus changer grand-chose. Non. Moi, je pense que c'est le premier pas. Il suffit plus de voter. C'est plus insuffisant. D'accord. Ok. Bon, il faut voter et continuer à s'engager dans le militantisme. D'accord. En tout cas, pas de toi, mais c'est parce que ça me vient à l'esprit maintenant. Il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien de voter parce qu'on va pas y arriver par les urnes, par la démocratie, etc. Je suis pas de cet avis. Je suis pas de cet avis aussi, mais même si je crains que ce soit vrai, mais je ne suis pas de cet avis. Mais par contre, il y a quelque chose que je pense et que j'ai réfléchi tout récemment, même si c'était vrai et qu'en fait on n'y arrive pas par les urnes, mais par une révolution, par la force. Eh ben en fait, le simple fait de voter, le score peut motiver ou pas ceux qui veulent réussir par d'autres moyens. Par exemple, imaginez, vous êtes une bande qui veut faire quelque chose, peu importe si vous êtes de gauche, de droite, voilà, vous voulez prendre le pouvoir. Vous allez être catalysé par le score de votre candidat. Si le score de votre candidat fait 10%, eh ben vous n'allez pas y aller. S'il fait 48%, 49%, et vous vous dites, oh mince, il aurait pu, eh ben là, même s'il n'a pas gagné les élections, il y a quelque chose à faire. Le score important, eh ben, ça va vous motiver. Donc en fait, même si on n'y arrive jamais par les urnes, les urnes dans l'armée là. Attention, loin de nous ces pensées. Ça peut attiser quelque chose. Non. Voilà. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça. J'ai dit garder en tête. Non, c'est très mal. C'est très mal. C'est très méchant. Républicain, ouais, c'est républicain. C'est pas républicain. Vous avez remarqué une chose, les gars, ce sera le premier épisode au franc-parler où on n'a pas parlé de l'islam. Alors, détrompez-vous, les gauchistes étaient sur le point d'ouvrir le champagne. Non, nous allons parler de l'islam pour conclure cet épisode. Non, c'était bien. Pourquoi non, mais il y a des gens qui avaient des questions aussi. T'avais pas une question? Non, il y a des questions encore. Si Marc est encore là. Hein. Ah, finalement, ça va. Tu vas bientôt partir, toi, non? De toute façon, on va y aller aussi. Oui, on va pas tarder. On est en train de conclure. Moi, je veux bien parler de l'islam, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais là, j'aurais voulu avoir la vision des Hongkongais, en fin de compte, ou des Chinois, sur ce qui se passe avec Taïwan. De là-bas, vu de l'intérieur. Allez, après, on passe à l'islam. Alors déjà, moi, j'ai un principe, c'est-à-dire que je vis en Chine, donc je critique pas le gouvernement où je vis. Et d'ailleurs, tu n'as pas intérêt à le faire, en plus. Voilà, donc déjà, moi, voilà, donc déjà, moi... T'habites un agent étranger ou quelque chose. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, si demain, je dis quelque chose qui ne va pas et que le gouvernement chinois me vire de Hong Kong, il a le droit, je trouve que c'est normal. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Voilà. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire... c'est pas la vision des gens. Moi, je pense que les gens... la plupart des gens intelligents, je pense, ils sont satisfaits d'un certain statu quo. Ils veulent éviter, en tout cas, toute guerre, comment on appelle ça, escalade. Voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, la situation actuelle, elle est très bien. Les Chinois peuvent aller à Taïwan, les Taïwan peuvent aller en Chine. Les Chinois de Taïwan, voilà, on peut les appeler comme on veut. Après, c'est de la sémantique. Il y a de la paix, il y a des échanges économiques, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de changer la situation telle qu'elle est, à mon avis, en tant qu'observateur extérieur. Voilà. Après, on peut entendre de tout. Et là, je parle pas de mon avis, mais je parle des Chinois. Je sais qu'il y a des Chinois qui considèrent que Taïwan, ça fait partie de la Chine à 100% et qu'il faut les ramener à la mère patrie. Et il y a les Taïwanais qui se considèrent pas chinois, qui se considèrent indépendants. Voilà. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, encore une fois. Mais en tout cas, c'est la situation. Voilà. Pour ceux qui comprennent pas, en fait, c'est un statut particulier. Et en fait, il y a la Chine continentale et après, il y a Hong Kong, Macao et Taïwan. Et donc, quand vous imaginez, vous êtes en Chine, vous partez en France ou ailleurs, vous prenez un vol international. Et un vol international, c'est écrit, il y a un vol domestique, c'est la Chine, et vol international, c'est international plus Hong Kong, plus Macao, plus Taïwan. Ils disent pas que Hong Kong, Taïwan et Macao, c'est l'international, ils disent que c'est plus l'international. Donc, déjà, vous savez que c'est pas la Chine continentale. Là, déjà, je pense que tout le monde est d'accord, c'est pas la Chine continentale. Maintenant, qu'est-ce qui est chinois, qu'est-ce qui est pas chinois, ça, c'est pas mes affaires.
Ok. Et ouais, Hong Kong, Macao, ça se ressemble dans le. Enfin, c'est la même dynamique. C'est du coup, t'as le droit Ancienne d'être colonie, quoi. binationaux, tout ça. Enfin, c'est pas. C'est un statut qui du coup qui est un peu différent quand même du coup de la Chine continentale pour tout ce qui est ultramarin, on Oui, va dire. c'est un pays de système, c'est-à-dire que là par contre, là il y a quelque chose que personne ne va contredire, c'est que Hong Kong et Macao, ça fait partie de la Chine. Là, tout le monde est d'accord dessus, Oui, parce que c'est vraiment officiel, il y a une rétrocession, et tout le monde est d'accord aussi que c'est deux systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, le système économique, c'est pas le même à Hong Kong, l'éducation n'est pas la même, ce qu'ils apprennent à l'école, etc. Donc en fait, il y a tout. Il me sauf erreur de ma part, que quasiment tout est différent, le système est différent, sauf évidemment les affaires étrangères, c'est la Chine et l'armée. Ben voilà, s'il y a quelqu'un qui attaque Hong Kong, ben c'est la Chine qui défend, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc voilà. Mais par contre, donc il y a des impôts, il y a des transactions officiellement entre Hong Kong et la Chine. Par contre, au niveau de Taïwan, sauf erreur de ma part, oui, ça c'est différent. il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que quand vous habitez à Taïwan, vous n'allez pas payer un impôt qui va vers Pékin. Il me semble, peut-être que je dis une bêtise. Donc en fait, c'est surtout symbolique. C'est-à-dire que est-ce que Taïwan fait partie de la Chine ou pas? Voilà. Ouais, il y a Donc, certains pays qui le reconnaissent pas la comme réponse. indépendant, d'autres non, je crois. Et d'ailleurs, ça avait été un Voilà. problème puisqu'il me semble que les Américains justement avaient voulu favoriser les échanges avec Taïwan au détriment de la Chine et ça avait du coup conduit à des tensions sous Donald Trump, Voilà. si j'ai pas de Ah, par bêtises. contre, je peux vous parler d'un point de vue français, pas une anecdote. À Taïwan, il n'y a pas de consulat ou d'ambassade de France. Il y a un bureau français de Taïwan, BFT. Voilà, il y a un consulat de France à Hong Kong et il n'y a pas d'ambassade parce que l'ambassade c'est à Pékin, parce que le pays c'est la Chine. Voilà, et donc Ok. et à Taïwan, il n'y a pas d'ambassade de France parce que s'il y a une ambassade de France, ça veut dire que c'est notre pays. Voilà, donc Ouais, point de donc il y vue a de la France, vraiment, ouais. Il y a très peu de pays qui reconnaissent Taïwan. C'est quelque chose. C'est Ouais, quelque c'est vraiment chose. quelque chose de particulier. Je voudrais donc, comme promis, on va conclure sur l'islam. Est-ce que tu dirais que la plupart des expatriés sont venus donc à Hong Kong en fuyant l'influence grandissante des fréristes et de l'islam en France, ou c'est une raison mineure, ou c'est plus pour des raisons économiques? Et je vais en profiter pour poser une deuxième question. Est-ce qu'il y a donc les mêmes problèmes on ressent aussi une influence grandissante de l'islamisme en Asie. Ok. Alors ça, c'est encore une fois, on peut parler pendant 3 heures au moins de l'islam. Je vais essayer de le plus court possible. Déjà, réponse rapide. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté la France à cause de, on va dire, l'islamisme? Ça, c'est sûr et certain. Et je peux dire que j'en fais plus ou moins partie. C'est-à-dire, on ne reconnaît plus la France et on voit qu'elle est en train de changer. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le problème soit l'islam en soi? Moi, non. Je connais des musulmans qui ont voté Zemmour. Et en plus de ça, je connais des pays musulmans où j'y étais très bien. Là, j'étais d'ailleurs même, j'allais parler des Émirats Arabes Unis, etc. Je connais Dubaï, c'est très intéressant, c'est musulman, voilà quoi. Mais même il y a 2 jours, j'étais au Qatar. On sait très bien ce qu'est le Qatar, etc. Mais malgré tout ce qu'on peut critiquer sur le Qatar, Qatar Airways, c'est une très bonne compagnie. J'étais très bien reçu. À l'aéroport de Doha, tout a été très bien. Les gens sont bien. Je trouve que les gens sont chaleureux, sont très bien, et je n'ai aucun problème avec eux, et ce sont des musulmans, voilà. Ce qui pose problème, c'est certains gouvernements qui sont au pouvoir et qui ont une certaine politique, c'est l'islam politique, qui veulent islamiser le monde entier. Voilà, c'est-à-dire, moi je suis contre qu'une religion ou même une communauté qui s'impose et où impose son mode de vie. Par exemple, il y a un truc que j'ai fait très polémique une fois, j'ai un petit peu maladroitement à Hong Kong parce qu'en fait il y a un KFC je crois qui était devenu halal à 100%. Voilà. Et moi j'avais dit, ça fait une grosse polémique, il y avait même la consul générale de France qui m'avait écrit pour me dire que c'est pas bien de retirer, après je l'ai pas retiré. Mais en fait j'ai dit ben en fait c'est bon les musulmans à Hong Kong si vous voulez manger musulman, ben allez dans un pays musulman. Voilà. Mais je le disais presque comme un conseil, je dis ben écoutez si ça vous gêne à Hong Kong parce que vous n'avez pas assez de choix halal, pourquoi ne pas aller vivre à Dubaï, par exemple? C'est très bien
Dubaï. Normal. De certains points de vue, ça peut être mieux qu'à Hong Kong. Voilà. Moi, je n'ai rien contre l'islam et les musulmans. En fait, moi, je veux que dans un pays musulman, on puisse manger halal où on veut, etc. Et c'est très bien, on respecte. Par contre, dans un pays en Chine, etc., il faut pas imposer qu'il y ait de plus en plus de halal. Et en fait, il y a des gens qui disent qu'en fait, c'est normal que de plus en plus de restaurants halal soient partout. Moi, je dis qu'en fait, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait de la nourriture halal et des musulmans à Hong Kong, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bien. Il y a des Pakistanais, il y a des Chinois qui sont musulmans, etc., qui font leur vie, qui posent pas de problème. Mais en fait, je pense que c'est très bien comme ils sont. C'est-à-dire, je sais pas combien de pourcentage ils sont de la population, mais si c'est X%, mais c'est X%, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de multiplier par 2 ou par 3, etc. Je veux que Hong Kong reste Hong Kong, qu'il y ait une partie de musulmans, une partie de chrétiens, etc., et que ça reste à peu près comme ça. Je veux pas non plus qu'il y ait une christianisation de Hong Kong. Je veux pas qu'il y ait 99% de chrétiens. Je veux pas qu'il y ait 99% de musulmans, etc. Je veux que ça reste comme c'est. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas que ça suite la mise. C'est-à-dire que une certaine religion s'étende et impose son mode de vie au monde, parfois même inconsciemment. Parce qu'après, il y a les musulmans qui ont ça comme objectif. Mais après, il y a les musulmans qui s'en foutent. Ils ont dit, ouais, écoutez, moi, je mange de halal. De temps en temps, je peux pas manger halal, mais il n'y a pas de problème. Je mange comme tout le monde. Mais par contre, si il y a il y a un gouvernement qui fait que tout devient islamique, mais ça me dérange pas. En fait, il y a des gens qui sont musulmans, mais ils sont pas extrémistes, mais qui sympathisent avec la cause, ou alors qu'ils ne vont pas brancher contre. Et en fait, ils participent aussi inconsciemment à l'islamisation du monde. Voilà. Après, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des problèmes en Asie aussi? Oui, sans hésitation, oui. Peut-être pas les mêmes, c'est-à-dire que c'est plus extrémiste. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, par exemple, dans le sud de la Thaïlande, il y a beaucoup de musulmans et ils tuent des moines bouddhistes. Ils les égorgent, etc. Voilà. Et c'est pareil en Indonésie, en Malaisie, il y a des musulmans qui tuent des chrétiens. Mais comme partout, comme en Afrique, voilà. Mais par contre, les problèmes avec les musulmans en Asie, avec mon humble compréhension, c'est vraiment du terrorisme. C'est-à-dire que c'est des extrémistes islamistes qui tuent des bouddhistes, des chrétiens, etc. C'est pas comme en France où tu as des petites racailles. Il y a des petites racailles qui sont vertes. Pour moi, c'est pas les vrais musulmans. Les vrais musulmans, c'est pas ça. Voilà. Et en fait, les petites racailles qui disent ouais, ils sont musulmans, et après ils vont agresser les gens et qui vont dire sur la tête d'Allah, sur Allah, sur Allah, je te fais dire. Ça, c'est pas les vrais musulmans. Et ça, par contre, il y en a pas en Asie. Ça, il y en a en France, mais il y en a pas en Asie. Voilà, donc c'est la différence, je pense, entre l'Europe et l'Asie. En Europe, tu as de plus en plus de petites racailles qui croient qu'ils comprennent l'islam, mais en fait qui détournent ça et qui donnent. C'est un prétexte pour brûler des voitures, péter des magasins, etc., voler des trucs, etc. Ils font ça au nom de l'âme, mais c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut faire ça. D'ailleurs, dans le Coran, je comprends bien, si tu voles, on te coupe la main ou le doigt, je sais plus ce qu'on te fait. Ouais, c'est voilà. Comment tu peux être musulman et voler? Voilà. Donc en fait, la différence entre l'Europe et l'Asie, je pense que c'est-à-dire qu'en Asie, tu as des bons musulmans. La majorité des musulmans en Asie, ce sont vraiment des gens bien adorables. Ils font pas de problème. Et tu as une minorité qui sont des terroristes qui tuent des gens pour des raisons religieuses. Et alors qu'en Europe, tu as beaucoup de gens qui se prétendent musulmans et en fait qui donnent une mauvaise image de l'islam. C'est aussi le laxisme. C'est aussi le laxisme. Parce qu'en Europe, on permet aussi. On est très permissif. Ah ouais, mais si la Chine était comme l'Europe, mais ils seraient partout en Chine aussi. Ils seraient pareil. Bien sûr. Mais en Chine, il y a beaucoup de musulmans aussi. Mais si le gouvernement chinois ne mettait pas un frein sur certaines choses, s'ils font des conneries, mais ça devrait être comme l'Europe. Les Chinois, ils sont pas forcément meilleurs que les Européens, etc. C'est juste qu'ils ont mis des règles, mais en Europe, on les a pas mises parce qu'on te laisse faire. Bon, du coup, c'est pour cela que je vais recommander à nos auditeurs cet excellent livre qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux. L'enquête, écrit par Florence Bergeau-Blacker. Ce livre est une vraie bombe atomique, une bombe à retardement qui expose vraiment, c'est une étude de presque 20 ans, sur les frères musulmans et comment ce réseau a infiltré absolument toutes les instances en France aujourd'hui. Et je vous le recommande. Florence Bergeau-Blacker, Le frérisme et ses réseaux. Superbe livre. Et écoutez, moi je suis absolument merveillé par cet entretien qu'on a eu aujourd'hui avec Marc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'était un plaisir. Ouais, C'était un plaisir. Un plaisir. Ouais. Plaisir partagé. Marc, tu es. Je pense que une France, si on en aurait au moins des 500 comme toi, la France se porterait beaucoup mieux. Et c'est pour moi vraiment un enfants, hein.
Il est jeune. C'est pour moi vraiment un honneur que David nous ait présenté parce que je compte, je compte j'espère te revoir bientôt quand tu reviendras dans le pays et c'est vraiment France, super que tu peux faire cet entretien. Ah oui, tiens, on se verra bien. Pas vraiment, là, je suis Attention, à on est toujours en Monaco. ligne. Je suis encore à l'étranger, je suis à Monaco. Ok, d'accord. Voilà. Mais demain, je vais en France, demain, je vais à Cannes. Ah, superbe. Et une dernière question, une toute dernière question, vraiment pour clore cette superbe émission. La dernière question. Toi et moi, nous sommes de Marseille. Et c'est quelque chose qui a toujours, comment dire, c'est un peu le combustible de mon engagement politique, c'est le fait que je ne peux plus rentrer chez moi et me sentir chez moi. Je n'ai pas de foyer, je suis exilé aujourd'hui autre part en France et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours rongé quelque part. Tous les jours, j'y pense et vraiment, j'aimerais savoir si tu partages aussi ce sentiment. Est-ce que tu aimerais voir un jour Marseille libérée, une Marseille où est-ce qu'une Marseille où tu serais en tout cas fier et une Marseille où tu dirais voilà, je peux élever mes enfants dans cette ville. Bon courage. C'est une bonne question et c'est une question qui me fait un peu. En fait, c'est une question qui me fait. Ah, mais c'est une bonne question que je me suis posée pendant des années. En fait, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'en fait, c'est ma ville de. Enfin, c'est là où je suis né. Et c'est toute mon identité là-bas. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé à Marseille comme un melting pot, mais vraiment chez moi. Et je me suis toujours senti chez moi à Marseille, même si voilà, moi, j'ai jamais vraiment été victime de racisme, etc. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais plein d'amis arabes, noirs, vietnamiens, français, etc. Et pour moi, exemple très concret, parce que sinon je vais parler pendant des heures, pendant les émeutes de 2005, je crois, où ça a brûlé partout en France, ça n'a pas trop brûlé à Marseille, ou même pas du tout, je crois. Et vous savez pourquoi? Ben, moi, je pense qu'à Marseille, il y a une identité marseillaise, en plus de l'identité française. C'est-à-dire que même les racailles, voilà, parce que moi, franchement, j'en connais des racailles, hein, j'en ai grandi avec. Et voilà, bon, maintenant, j'essaie de les empêcher de nuire ou de les convertir, etc. Mais je sais très bien ce que c'est que le monde des racailles parce que j'ai grandi avec eux. Mais je les ai toujours, pour moi, ils ont pas. Enfin, moi, j'ai toujours senti qu'en fait, on pouvait vivre ensemble. Maintenant, je change un peu d'avis, mais pourquoi? Parce que quand je vois ce qui s'est passé à Marseille, etc., on voit qu'il y a une identité française, marseillaise. C'est-à-dire que les racailles de Marseille, on peut très bien leur dire toi tu es pas français, tu es un faux français, tu es un français de papier, mais par contre on va toujours les accepter comme Marseillais. Toi tu es un Algérien de Marseille, toi tu es un Tunisien de Marseille, toi tu es un Vietnamien de Marseille. Mais en tout cas tu es Marseillais. Donc les gens sont fiers d'être Marseillais, ils sont peut-être pas fiers d'être Français, mais ils sont peut-être fiers d'être Marseillais. Donc en fait moi j'ai toujours été fier de ça à Marseille. Il y a plus ça plus qu'à Paris. Est-ce que les racailles de Paris sont fiers d'être parisiens? Je sais pas. À part s'ils sont des ultras du PSG, etc. Mais c'est pas pareil. C'est un club de foot. Voilà. Et donc en fait, c'est vraiment à une barre d'immeuble ou un truc comme ça. C'est vraiment très très. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, Marseille, c'était le symbole du vivre ensemble. Et c'est ce qui, je pense, pendant des années, m'a fait rester à distance du FN et rester chez les UMP-LR. Donc maintenant, quand tu me poses des questions, ça me fait un peu mal au cœur parce que je pense que Marseille, ça a changé. Alors regarde, peut-être quand j'étais petit, quand j'étais petit, ouais, peut-être que c'est différent parce que quand j'étais petit, il y a pas de couteau et tout ça, donc je me bagarrais avec les certains et tout ça, mais c'était pour rigoler, on était des gosses, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, quand j'étais petit à Marseille, je me sentais bien. Même si j'ai fait des arts martiaux parce que j'avais envie d'être plus fort, etc., de me défendre et tout. Mais, voilà. Mais maintenant, quand je rentre en France, voilà, pour répondre à la question, je pense que tu veux faire allusion aussi à l'expatriation. Quand je rentre en France, je rentre une fois par an, voilà, et je vois comment évolue Marseille. Et donc, ça me fait de la peine parce que ça va de pire en pire. Il y a des choses qui vont de mieux en mieux, les docks, le machin, il y a les nouveaux centres commerciaux, c'est bien, c'est beau, mais globalement, ça va de pire en pire. Il y a plein d'endroits, c'est sale, il y a de la pauvreté, il y en a toujours eu, il y a de plus en plus. Et après, tu le vois pas dans la mentalité, dans l'humour, dans l'humeur des gens. Quand je vais à Marseille, je sens que les gens sont pas forcément heureux, malheureusement. Sauf, mais effectivement, il y a des
Fatigués. Comment Ils sont fatigués. Moi, je les sens très Ils fatigués. sont fatigués, ils sont tristes. On se voit on voit en fait que malheureusement ils se sentent pas forcément bien à Marseille. Sauf certains. Moi, j'ai des amis à Marseille. Voilà, ils vivent bien, ils ont de bons salaires, ils vivent dans les beaux quartiers, très bien. Et voilà. Mais c'est une minorité. La plupart des Marseillais, j'ai l'impression qu'ils veulent se casser de Marseille. Et la plupart des expatriés marseillais, ils veulent pas rentrer vivre à Marseille. Ils veulent rentrer à Marseille pour 2 semaines, pour 1 semaine, pour voir la famille, pour aller à la plage. Non, peut-être pas à la plage, mais pour voir la plage. Dans les calanques, ils ont envie de revoir le sud. Parce qu'il y a quelque chose, par contre, tu vas pas changer à Marseille, c'est que c'est le beau temps, c'est la mer. La bonne mer, normalement, elle est toujours là. Peut-être qu'un jour, elle sera détruite, la cathédrale, j'espère pas. Mais pour l'instant, elle est toujours là. Et donc, elle n'a pas changé. Elle s'est pas détériorée. Donc, quand tu rentres à Marseille, tu vas à Notre-Dame de la Garde, tu montes la colline, tu as la vue sur Marseille, tu as le soleil. Ça fait plaisir. Ouais, c'est des choses de chez nous. Mais ça, boire un jaune à l'ombre de la bonne mer. Voilà, donc là, tu vois quelque chose qui change pas, parce que c'est très difficile de le changer. Et après, tout le reste, on va dire, je devrais pas dire ça, mais bon, c'est le mot qui me vient, la qualité des gens que tu vois dans le métro marseillais, c'est pas les gens que tu vois dans le métro hongkongais. Tu as envie d'élever tes enfants là-bas, c'est sûr. Donc, moi, j'aurais peur que mes enfants grandissent à Marseille, même si quelque part, d'ailleurs, des fois, j'ai un peu un coup de folie, je me dis, il faudrait que j'envoie mes enfants en stage à Marseille pour qu'ils sachent comment vivre dans la jungle, quoi. Un petit peu ça. C'est-à-dire que, en fait, finalement, mes enfants, parce que finalement, mes enfants, mes enfants, ils sont nés dans une ville où il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas le métro, il est propre, etc. Donc, je me dis, putain, mais si mes enfants, ils rentrent à Marseille, ils vont se faire racater, ils vont se faire tuer. Attention, les enfants, restez sages, hein, sinon. Donc, en fait, finalement, mes enfants, il faut qu'ils découvrent la vie aussi. Oui, donc, finalement, je suis partagé, je sais pas. Un stage de 2 semaines, c'est rien. Voilà, non, je suis à moitié sérieux, c'est vrai que, mais bon, de toute façon, il faut que mes enfants découvrent le vrai monde. Le vrai monde, c'est pas Hong Kong, où c'est un petit peu Disneyland, où tout fonctionne bien, etc. Emmène-les au Brésil, ils seront très bien. Non, mais voilà, mais je pense qu'il faut. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il faut pour mes enfants, mais aussi pour tous les bobos, voilà. Moi, je sais qu'il y a un gros risque que mes enfants deviennent des bobos. Et je veux éviter ça. Voilà. Exactement. Parce que mes enfants, ils n'ont pas connu pour l'instant la difficulté, etc. Voilà. Ils ont donc, un jour, j'ai peur que mes enfants deviennent de gauche. Ah oui, ça, parce qu'ils croient que tout est simple. Ils comprennent pas que la vie, c'est pas aussi simple. Peut-être qu'il faut qu'ils aillent à Marseille, qu'ils se fassent agresser par une racaille pour qu'ils comprennent. Je sais pas. C'est tout à fait valide. Moi, je pense comme pensement. Moi-même qui rêve d'être papa, c'est mon objectif dans la vie. C'est quelque chose qui ne devienne pas de gauche. Le but en vrai, même s'ils sont bobos, les bobos, quand ils se font agresser, ils comprennent pas après. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont là, ils sont c'est à cause de son milieu. C'est à cause du milieu, c'est à cause de son milieu. Les stars de cinéma, les stars se font agresser là maintenant. Enfin, se font cambrioler. De plus en plus de stars se font cambrioler. Mais vous vous souvenez Bernard Tapie? Moi, je me souviens. On va en rester encore 1 heure si je parle. Mais ce qui s'est passé avec Bernard Tapie, c'était exactement ça. Et ça a continué à défendre derrière tout ce bordel. Enfin bref, merci. Je voulais te remercier, Marc, pour être venu à cette émission. Merci à tous. Tu nous as enrichi et tu nous as offert aujourd'hui le meilleur entretien qu'on a eu. Vous m'avez beaucoup enrichi aussi. En fait, ça m'aide beaucoup en fait à parler avec vous. Vous me posez des questions. Des fois, j'y pense pas. Donc, ça me fait réfléchir. Et en fait, je trouve moi-même des réponses à des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, ça m'aide beaucoup aussi. Merci pour l'émission. Merci à toi, Marc. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes les meilleurs. Toujours présents comme toujours. Merci, à bientôt. Merci à tous et merci à tous nos auditeurs. On se voit bientôt, le temps qu'on prépare votre prochain épisode et un autre intervenant de qualité nous rejoindra. Restez à l'affût des annonces, je vous embrasse. Merci à tous. Merci. Salut tout le monde. Salut. Au revoir. Bisous.